Il est 2 heures du matin. Le silence dans cette maison est si lourd qu'il semble avoir un poids physique. Il pèse sur ma poitrine. Il appuie sur mes paupières. Je suis allongée dans le noir, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, que je ne peux pas voir, mais que je connais par cœur. À côté de moi, la respiration de mon mari, Hugo, est régulière. Inspirez, expirez. Un métronome parfait pour une vie parfaite. Nous habitons à Vincennes, dans une de ces belles maisons en pierre de taille, à l'orée du bois. C'est le genre de quartier où les trottoirs sont propres, où les arbres sont taillés avec précision, et où les voisins se saluent avec une politesse exquise mais distante. C'est le rêve parisien de la classe moyenne supérieure. Et moi, Amélie Lefebvre, je vis ce rêve. Ou du moins, c'est ce que je me répète chaque jour en me regardant dans le miroir. Je tourne la tête vers le berceau installé près de notre lit. Ma fille dort. Léa. Elle a 3 mois. Elle est minuscule, fragile, une petite chose rose et tiède qui sent le lait et la poudre de talc. Je l'aime d'un amour qui me fait mal aux entrailles, littéralement. Ma main glisse instinctivement vers mon bas-ventre. La cicatrice de la césarienne est encore sensible. Une ligne rouge, boursouflée, qui traverse ma peau comme une frontière infranchissable. Le médecin à l'hôpital Pitié-Salpêtrière a été formel. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, avec cet air grave qu'ont les hommes qui détiennent la vérité scientifique. Madame Delaroche, votre utérus est trop fragile. Une autre grossesse pourrait vous être fatale. Il ne faut plus y penser. Je me souviens du froid qui m'a envahi à cet instant. Non pas parce que je voulais une équipe de football, mais parce que j'ai vu le regard de ma belle-mère, Madame Delaroche, se durcir. Elle était là, debout dans le coin de la chambre d'hôpital, son sac Hermès posé sur les genoux, impeccable comme toujours. Elle n'a pas regardé ma douleur, elle a regardé mon ventre comme on regarde un appareil électroménager qui vient de tomber en panne, définitivement. « C'est dommage », a-t-elle dit, d'une voix sans émotion. « Hugo est fils unique, la lignée a besoin d'un garçon. » Hugo, lui, m'a tenu la main. Il a embrassé mon front en sueur. Il a dit « Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous avons Léa. Nous sommes une famille. C'est tout ce qui compte. » J'ai pleuré de gratitude. J'ai pensé que j'avais épousé l'homme le plus merveilleux du monde. Un homme moderne. Un homme qui m'aimait pour moi, et pas pour ma capacité à produire des héritiers mâles. C'était il y a 3 mois. Aujourd'hui, alors que je suis allongée dans ces draps en coton égyptien, je me sens étrangement vide. Mon corps a changé. Je suis encore gonflée, mes seins sont lourds et douloureux, mes hanches se sont élargies. Je ne suis plus la femme svelte et dynamique que Hugo a épousée il y a 3 ans. Je suis une mère. Je suis une source de nourriture. Et parfois, j'ai l'impression d'être un meuble encombrant dans cette maison trop parfaite. Je me redresse lentement, en grimaçant un peu. La douleur est une vieille amie maintenant. J'ai soif. Une soif intense, celle qui vient avec l'allaitement. Je pose mes pieds nus sur le parquet froid. Le bois craque légèrement. C'est le seul défaut de cette maison. Elle parle la nuit. Je regarde Hugo une dernière fois. Il dort profondément, un bras replié sous l'oreiller. Même en dormant, il est beau, ses traits sont symétriques, sa mâchoire carrée, ses cheveux châtains, un peu en désordre. Il est banquier, sérieux, fiable. Tout le monde l'aime. Mes parents l'adorent. « Tu as de la chance, Amélie », me dit souvent ma mère. « Un homme comme Hugo, ça ne court pas les rues. » Oui, j'ai de la chance. Je sors de la chambre, mais pas étouffée par le tapis du couloir. La maison est plongée dans une pénombre bleutée. La lumière des réverbères de la rue filtre à travers les rideaux, dessinant des formes fantomatiques sur les murs. Je descends les escaliers pour aller à la cuisine. Je passe devant la chambre du rez-de-chaussée. C'est là que dort Julie. Julie, la nounou, le cadeau de ma belle-mère. « Tu es faible, Amélie », m'avait dit Madame Delaroche une semaine après mon retour de l'hôpital. « Tu ne peux pas tout gérer. Hugo a besoin de repos pour son travail. Il te faut de l'aide. » Je n'avais pas la force de refuser. Et puis, Julie est arrivée. 22 ans. Une étudiante en art, soi-disant. Elle vient de province, avec des joues roses, des grands yeux innocents et une énergie débordante. Elle est tout ce que je ne suis plus. Fraîche, ferme, disponible. Elle s'occupe bien de Léa, je ne peux pas le nier. Elle change les couches avec une dextérité impressionnante. Elle chante des berceuses d'une voix douce. Elle range la maison sans faire de bruit. Mais il y a quelque chose chez elle qui me met mal à l'aise. Je ne saurais dire quoi exactement. Peut-être est-ce que sa façon de regarder Hugo quand il rentre le soir, ce regard qui dure une seconde de trop. Ou sa façon de rire à ses blagues, un rire un peu trop cristallin, un peu trop fort. Ou peut-être est-ce simplement ma jalousie postpartum qui me joue des tours. Je me dis souvent que je suis paranoïaque, que je suis une femme fatiguée, pleine d'hormones, qui voit des rivales partout,
Je bois un verre d'eau dans la cuisine, debout face à la fenêtre qui donne sur le jardin. Le jardin est impeccable, bien sûr. Les rosiers de mon beau-père, Gérard, sont alignés comme des soldats. Gérard Delaroche, l'architecte respecté, l'homme qui a conçu cette maison. Il est fier de cette bâtisse comme il est fier de son fils. C'est une forteresse pour la famille Delaroche. Et moi, je suis la pièce rapportée qui vit à l'intérieur. Je repose mon verre, je remonte les escaliers, mes jambes sont lourdes. Je veux juste retourner me coucher, me blottir contre le dos chaud de mon mari et oublier mes insécurités. Arrivé sur le palier du premier étage, je m'arrête. J'entends un bruit. C'est léger, comme un froissement de tissu, ou de l'eau qui coule doucement. Cela vient de la salle de bain. Notre salle de bain, celle qui est attenante à notre chambre, celle qui était privée. Personne ne monte jamais ici, sauf Hugo et moi. Je fronce les sourcils. Est-ce que Hugo s'est levé pendant que j'étais en bas ? Je regarde vers la porte de notre chambre. Elle est entr'ouverte comme je l'ai laissée. Je m'approche de la salle de bain. La porte n'est pas complètement fermée. Un ray de lumière jaune s'échappe de l'entrebâillement et coupe l'obscurité du couloir. Mon cœur commence à battre un peu plus vite. Ce n'est pas de la peur, pas vraiment. C'est de l'incompréhension. Je pousse doucement la porte. L'image qui s'offre à moi se grave instantanément sur ma rétine, comme une photographie prise au flash. Ce n'est pas Hugo, c'est Julie. Elle est là, debout devant le lavabo. Elle nous tourne le dos. Elle se penche légèrement vers le miroir, et elle est presque nue. Elle ne porte qu'une petite culotte en coton blanc. Ses jambes sont longues, fuselées, à la peau lisse et dorée. Son dos est une courbe parfaite, sans une marque, sans une once de graisse. Ses seins, que je devine dans le reflet du miroir, sont hausses et fermes. Elle est l'incarnation de la jeunesse et de la santé. Tout le contraire de mon corps meurtri. Pendant une seconde, je suis paralysée par le choc esthétique de sa nudité dans mon espace intime. Puis, la réalité me frappe. Qu'est-ce qu'elle fait, ici, à 2 heures du matin, dans ma salle de bain, à 3 mètres de mon mari qui dort? Je pousse la porte plus fort. Elle heurte le mur avec un petit bruit sec. Julie sursaute violemment. Elle se retourne, les mains plaquées sur sa poitrine pour se couvrir, dans un geste de pudeur tardive. Ses yeux s'agrandissent en me voyant. « Madame Amélie » balbutie-t-elle. Sa voix tremble. Son visage passe du blanc au rouge en une fraction de seconde. Je reste sur le seuil, ma main serrée sur la poignée de la porte. Je me sens soudain très grosse dans ma chemise de nuit ample, en coton, très vieille. « Qu'est-ce que vous faites là, Julie ?» Ma voix est calme, mais elle est glaciale. Je ne reconnais pas mon propre timbre. Elle recule d'un pas, se cognant presque contre la douche. Je suis désolée, je ne voulais pas vous réveiller. Elle regarde partout sauf dans mes yeux. Elle regarde le sol, le carrelage, le plafond. Pourquoi êtes-vous dans ma salle de bain? En bas, vous avez la vôtre. C'est vrai, la chambre de bonne au rez-de-chaussée a sa propre petite salle d'eau. C'était une condition de l'embauche. Tout le confort pour la nounou. Julie avale sa salive avec difficulté. Je vois sa gorge bouger. J'ai eu un problème. Féminin, commence-t-elle, sa voix devenant un murmure. Elle désigne vaguement son bas-ventre. Mes règles sont arrivées, d'un coup, et je n'avais plus de protection en bas. Je savais que vous en aviez dans le placard ici. Je suis désolée, j'ai paniqué, je ne voulais pas tacher mes draps, alors j'ai couru au plus près. L'excuse est pitoyable. Le plus près? Sa salle de bain est à 2 mètres de son lit. La mienne est à l'étage, au bout d'un escalier. Ça n'a aucun sens. Je la regarde fixement. Je cherche une trace de mensonge sur son visage, mais elle a l'air si terrifiée, si jeune. Peut-être dit-elle la vérité. Peut-être est-elle juste une gamine stupide qui a paniqué en voyant du sang. Après tout, elle n'a que 22 ans. À cet âge-là, on fait des choses illogiques. Et puis, je suis fatiguée, tellement fatiguée. Je n'ai pas la force de mener une enquête criminelle à 2 heures du matin pour une histoire de tampon. Couvrez-vous, dis-je simplement. Je me détourne, incapable de supporter plus longtemps la vue de sa jeunesse insolente. Prenez ce qu'il vous faut et descendez, tout de suite. Oui, madame, merci, madame, pardon, madame. Elle bredouille des excuses en boucle. Je retourne dans la chambre. Mon cœur bat encore la chamade. Je m'approche du lit. Hugo n'a pas bougé. Mais il y a quelque chose de différent. Sa respiration. Tout à l'heure, c'était le rythme lent et profond du sommeil véritable. Maintenant, c'est un peu trop régulier, un peu trop contrôlé. Je m'assois sur le bord du lit. Je le regarde. Ses paupières ne frémissent pas. Est-ce qu'il est réveillé? Est-ce qu'il a entendu Julie entrer dans la salle de bain? Est-ce qu'il savait qu'elle était là? Une pensée horrible, gluante, traverse mon esprit. Et si elle n'était pas venue chercher des tampons? Et si elle était venue pour autre chose, ou pour quelqu'un? Je chasse cette idée immédiatement. Non, pas Hugo, pas mon Hugo.
Il est trop droit, trop honnête, il m'aime, il m'a tenu la main pendant l'opération. Il m'a juré fidélité devant l'autel de l'église Saint-Louis. C'est juste mon imagination, c'est juste cette fatigue qui me ronge le cerveau. Julie est juste une fille sans gêne, une paysanne mal dégrossie, qui ne connaît pas les règles de la vie privée. Demain, je parlerai à ma belle-mère, je lui dirai qu'il faut la renvoyer, qu'on ne peut pas garder quelqu'un qui se promène à moitié nu dans la maison au milieu de la nuit. Je me glisse sous la couette, mon corps est froid. Je me colle contre le dos d'Hugo, cherchant sa chaleur. Il ne réagit pas. Il ne bouge pas d'1 millimètre pour m'accueillir. Il reste rigide, comme une statue de pierre. Et pour la première fois depuis 3 ans, je me sens totalement, absolument seule dans ce lit conjugal. Je ferme les yeux, mais le sommeil a fui. L'image de Julie dans la salle de bain danse derrière mes paupières. La courbe de son dos, la blancheur de sa peau, et cette porte entr'ouverte comme une invitation. Dehors, le vent se lève et fait bruisser les feuilles des arbres du bois de Vincennes. Cela ressemble à des chuchotements, des secrets que la nuit essaye de me raconter, mais que je refuse d'entendre. Le lendemain matin, la lumière du jour semble tout effacer. Le soleil inonde la cuisine, faisant briller les carrelages impeccables. L'odeur du café frais emplit l'air. Hugo est déjà habillé, cravate nouée, en train de lire les nouvelles sur sa tablette. Il a l'air frais, dispo, comme si la nuit n'avait jamais existé. « Bien dormi, chérie ?» me demande-t-il sans lever les yeux de son écran. Je le regarde, une tasse de tisane à la main. Moyennement, j'ai été réveillée. Il lève enfin la tête. Son visage est un masque de sollicitude parfaite. « Ah bon ? Léa a pleuré ?» Non, pas Léa. Je fais une pause, guettant une réaction dans ses pupilles. C'était Julie. Les sourcils d'Hugo se froncent légèrement, juste ce qu'il faut. Julie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je l'ai trouvée dans notre salle de bain, à 2 heures du matin, en culotte. Je dis ça brutalement, pour voir. Hugo repose sa tablette. Il a l'air sincèrement surpris, ou alors c'est un très bon acteur. Dans notre salle de bain, mais pourquoi ? Elle a dit qu'elle cherchait des protections hygiéniques, qu'elle avait une urgence. Hugo laisse échapper un petit rire incrédule. Il secoue la tête, comme on s'amuse de la bêtise d'un enfant. C'est gênant. Elle est un peu sans gêne, cette fille. Ma mère l'a choisie pour son énergie, pas pour son savoir-vivre, apparemment. Il minimise, il normalise. C'est plus que gênant, Hugo. C'est intrusif, je ne veux pas d'elle à l'étage la nuit. Il se lève, contourne l'îlot de cuisine et vient m'embrasser sur la tempe. Tu as raison, mon amour, c'est notre espace. Je lui en toucherai 2 mots si tu veux. Ou alors parle-en à maman, c'est elle qui gère le contrat. Il regarde sa montre, une Patek Philippe, cadeau de son père pour ses 30 ans. Je dois y aller, j'ai une grosse réunion avec les investisseurs asiatiques ce matin. Ne te tracasse pas pour ça, d'accord ? Repose-toi. Il prend sa mallette en cuir. Je t'aime. Moi aussi, je réponds, par automatisme. Il sort. J'entends le moteur de sa voiture démarrer dans l'allée, puis s'éloigner. Le silence retombe sur la maison. Mais ce n'est plus le silence paisible d'avant. C'est un silence qui cache quelque chose. Je me tourne vers le jardin. Julie est là. Elle étend le linge. Elle porte un jean et un t-shirt simple. Elle a l'air d'une jeune fille tout à fait normale. Elle chante en accrochant les petites bodies de Léa sur le fil. En me voyant à la fenêtre, elle s'arrête. Elle me fait un grand sourire et un petit signe de la main, comme si de rien n'était, comme si la nuit dernière n'était qu'un rêve bizarre. Je ne réponds pas à son signe. Je sens une boule se former dans mon estomac. Ce n'est pas fini. Je le sais. Je prends mon téléphone. Je compose le numéro de ma belle-mère. Il faut que je lui parle. Il faut que je mette de l'ordre dans ma maison. « Allô, Amélie ?» La voix de Madame Delaroche est sèche, précise. « Bonjour, maman. Je vous dérange ? Je suis chez le coiffeur. Mais dis-moi, c'est pour Léa ? Non, c'est à propos de Julie. Je prends une grande inspiration. Je veux qu'on la renvoie. Il y a un silence à l'autre bout du fil, puis un soupir. Et pourquoi, je te prie ? Elle ne s'occupe pas bien de la petite ? Si, pour ça, ça va. Mais elle a un comportement étrange. Cette nuit, je lui raconte tout. La salle de bain, la culotte, l'intrusion. Je m'attends à de l'indignation. Madame Delaroche est une femme prude, à cheval sur les principes et la décence. Elle déteste le vulgaire. J'attends qu'elle dise « C'est inacceptable, je la vire sur le champ ». Au lieu de cela, j'entends sa voix, calme, presque ennuyée. « Oh, Amélie, ne sois pas si dramatique, je reste bouche bée. » Dramatique ? Elle était à moitié nue devant notre chambre. C'est une jeune fille de la campagne, Amélie. Elle a eu un petit accident féminin, elle a paniqué, ça arrive. Tu te souviens comme tu étais étourdie après ton accouchement ? Elle retourne la situation contre moi. Mais elle a sa propre salle de bain. Peut-être qu'elle a eu peur. Peut-être qu'elle pensait que tu aurais de meilleures choses dans ton placard.
On ne va pas mettre une jeune fille à la porte pour une histoire de règles. Voyons, ce n'est pas chrétien. Pas chrétien. L'argument ultime. Mais maman, écoute Amélie, tu es fatiguée. Tes hormones te jouent dans des tours. Tu vois le mal partout. Julie est une perle avec Léa, et elle ne coûte pas cher. Tu sais combien c'est difficile de trouver du personnel de confiance de nos jours. Confiance. Le mot résonne étrangement. Laisse-lui une chance. Je lui parlerai pour qu'elle respecte les limites. Mais on la garde. Hugo a besoin de sérénité, pas d'un défilé de nounous à former. Elle raccroche presque aussitôt. Je regarde mon téléphone, incrédule. Je me sens trahie. Non seulement par mon corps, non seulement par le silence de mon mari, mais aussi par la matriarche de cette famille. Elles minimisent tout. Elles me font passer pour la folle, l'hystérique. Tes hormones. C'est l'étiquette magique qu'on colle sur toutes mes inquiétudes pour les invalider. Je retourne regarder par la fenêtre. Julie a fini d'étendre le linge. Elle se tourne vers la maison. Elle ne sait pas que je la regarde. Son sourire a disparu. Son visage est neutre, presque dur. Elle lève les yeux vers le premier étage, vers la fenêtre de notre chambre, vers la fenêtre de notre salle de bain, et dans son regard, je ne vois pas la panique d'une jeune fille qui a ses règles. Je vois de l'évaluation, comme un géomètre qui mesure un terrain avant de construire, ou comme un général qui observe une forteresse avant l'assaut. Un frisson me parcourt l'échine. Ce n'était pas un accident. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ce n'était pas un accident. Je serre mon cardigan contre moi. Mon tout-âme, mon foyer, a une fissure. Une toute petite fissure, fine comme un cheveu. Mais je sens, au plus profond de mes entrailles cicatrisées, que cette fissure est en train de s'élargir, et que si je ne fais pas attention, toute la maison va s'écrouler sur moi. Les jours qui suivent l'incident de la salle de bain s'écoulent avec une lenteur angoissante. En apparence, tout est revenu à la normale. Le soleil continue de se lever sur Vincennes. Léa continue de gazouiller dans son berceau. Hugo continue de partir travailler avec sa mallette en cuir et son baiser distrait sur ma joue. Mais l'air dans la maison a changé. Il est devenu plus dense, chargé d'une électricité statique invisible qui me hérisse les poils des bras. Je surveille Julie. Je l'observe comme un faucon. Mais elle est parfaite, trop parfaite. Elle ne monte plus à l'étage la nuit. Elle garde les yeux baissés quand je lui parle. Elle s'habille avec des vêtements amples, presque informes, comme pour s'excuser de la vision de sa nudité l'autre soir. « Madame, j'ai repassé les chemises de monsieur. Madame, j'ai préparé la purée de légumes bio pour ce soir. » Elle est la servante modèle. Pourtant, il y a des détails. Des petits riens qui, mis bout à bout, forment un motif inquiétant. Un jour, je rentre du parc plus tôt que prévu avec Léa dans la poussette. J'entre dans le salon sans faire de bruit. Julie est là. Elle ne m'entend pas. Elle est debout devant le grand miroir du vestibule. Elle tient une cravate d'Hugo dans ses mains. Elle la porte à son nez. Elle la respire. Elle ferme les yeux et un sourire étrange, presque voluptueux, étire ses lèvres. Ce n'est pas le sourire d'une employée qui range le linge. C'est le sourire d'une femme qui imagine l'homme qui porte cette cravate. Je fais exprès de heurter le montant de la porte avec la poussette. Elle sursaute, lâche la cravate comme si elle était brûlante. « Oh, madame, vous m'avez fait peur. Que faites-vous, Julie ?»« Rien. Je trouvais une tache sur la soie. Je vérifiais. Encore un mensonge. Encore une excuse maladroite. Je ne dis rien. Je la laisse ramasser la cravate et s'enfuir vers la buanderie. Mais le doute n'est plus un petit ver rongeur. C'est devenu un serpent qui s'enroule autour de mon cœur. Le soir même, je teste Hugo. Nous sommes à table. Julie sert le dîner et se retire discrètement. « Tu trouves qu'elle fait du bon travail ?» je demande en piquant une pomme de terre. Hugo lève les yeux de son assiette. « Qui ? Julie ? Oui, excellent. La maison n'a jamais été aussi propre. Elle est jeune, je continue. Jolie, tu ne trouves pas ? Je le regarde droit dans les yeux. Je cherche une lueur de culpabilité. Hugo hausse les épaules, avec une indifférence qui semble presque trop travaillée. Bof, elle est gamine, pas mon genre. Tu sais bien que je préfère les femmes, les vraies, comme toi. Il me sourit. Ce sourire qui m'a fait tomber amoureuse. Mais ce soir, il sonne faux. Il sonne comme une réplique apprise par cœur dans un mauvais film. Maman dit qu'on a de la chance de la voir, ajoute-t-il en se resservant du vin. Maman dit, c'est toujours maman dit. Dans cette maison, la parole de Madame de la Roche est la loi, et Hugo en est le prophète. Une semaine passe. L'atmosphère devient étouffante. C'est la fin de l'été, et le temps à Paris devient lourd, orageux. Le ciel est bas, grisardoise, pesant sur les toits de zinc. Je me sens oppressée. Je dors mal. Je refuse que Julie touche à ma fille le soir. Dès que le soleil se couche, je monte Léa dans notre chambre. Je ferme la porte à clé. Hugo trouve ça ridicule. Tu deviens paranoïaque, Amélie. C'est une nounou, pas un monstre.
C'est mon instinct, je réponds sèchement. Ton instinct est déréglé par la fatigue, rétorque-t-il. Et puis, il y a cette nuit-là. La nuit de l'orage. Météo France avait annoncé une vigilance orange. Vers minuit, le ciel se déchire. Le tonnerre gronde si fort que les vitres tremblent dans leur cadre. La pluie s'abat sur le toit comme des milliers de petits cailloux. Léa se réveille en pleurant. Je me lève pour la bercer. Hugo grogne dans son sommeil, tire la couverture sur sa tête. Je marche dans la chambre, mon bébé contre mon épaule, chantonnant doucement pour couvrir le bruit du tonnerre. Soudain, la poignée de la porte tourne. Je me fige. J'avais oublié de verrouiller ce soir. La fatigue m'a fait commettre une erreur. La porte s'ouvre brutalement. Un éclair illumine le couloir, projetant une silhouette dans l'encadrement de la porte. C'est Julie. Mais ce n'est pas la Julie en uniforme gris de la journée, ni la Julie en jean et t-shirt. C'est une vision sortie d'un fantasme masculin bas de gamme. Elle porte une nuisette, si on peut appeler ça une nuisette. C'est un voile de mousseline noire, totalement transparent. Dessous, elle ne porte rien, absolument rien. La lumière du couloir qu'elle a allumé la traverse et révèle chaque détail de son anatomie. Elle entre dans la chambre sans frapper, sans hésiter. « Monsieur, madame, j'ai eu peur pour le bébé !» crie-t-elle, sa voix faussement paniquée couvrant le bruit de la pluie. « Avec ce tonnerre, je pensais qu'elle aurait peur. Je suis venue voir. » Elle s'avance vers le lit, vers Hugo. Elle ne regarde même pas vers moi, qui tiens l'enfant dans mes bras près de la fenêtre. Elle va droit vers le côté du lit où dort mon mari. Hugo se réveille en sursaut. Il s'assoit, les yeux encore embués de sommeil. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, le temps semble ralentir. Julie est debout, juste à côté de lui. Elle est si proche que sa cuisse frôle presque le matelas. Un nouvel éclair déchire le ciel. La lumière blanche et crue inonde la pièce pendant 1 seconde. Et je vois tout. Je vois Julie qui cambre légèrement les reins, mettant en valeur sa poitrine sous le tissu impalpable. Je vois sa main qui se pose innocemment sur son décolleté, attirant l'attention exactement là où elle le veut. Mais surtout, je vois le regard d'Hugo. Il ne détourne pas les yeux. Un homme surpris, un homme décent, détournerait les yeux. Il crierait « Sortez !» Il chercherait sa femme du regard. Pas Hugo. Ses yeux sont fixés sur elle, sur son corps offert, et dans ses pupilles dilatées, je ne lis ni colère, ni surprise, ni gêne. Je lis de la faim. Une faim brute, animale. Une faim qu'il ne m'a pas montrée depuis des mois. Son regard parcourt le corps de la jeune fille, de ses seins pointant sous la soie, jusqu'à l'ombre de son entrejambe. Pendant 3 secondes interminables, il la dévore des yeux. Et Julie le sait. Je vois un petit sourire triomphant naître au coin de ses lèvres. C'est le sourire de la victoire. C'est le sourire de celle qui sait qu'elle a gagné l'attention du mâle dominant. « Sorti !» Mon cri déchire l'atmosphère poisseuse de la chambre. Il est plus fort que le tonnerre. Léa hurle de plus belle dans mes bras, effrayée par ma voix. Je m'avance, tremblante de rage. « Sortez de cette chambre, tout de suite !» Hugo sursaute, comme s'il sortait d'une transe. Il secoue la tête, cligne des yeux. « Amélie, calme-toi. » « Non, je ne me calme pas. » Je pointe un doigt accusateur vers Julie, qui joue maintenant la comédie de la jeune fille effarouchée. « Regarde-toi. Tu n'as pas honte, venir ici comme ça, à moitié nue ?» Julie écarquille les yeux, les larmes de crocodile montant instantanément. « Mais, madame, je dormais. J'ai entendu le tonnerre. J'ai couru sans réfléchir. C'est pour la petite. Menteuse, tu ne regardais même pas la petite. Tu regardais mon mari. » Je me tourne vers Hugo. « Et toi, tu vas la laisser faire ?» J'attends qu'il se lève, qu'il la chasse, qu'il me défende, qu'il défende notre intimité. Hugo passe une main sur son visage. Il a l'air ennuyé. Pas choqué, ennuyé. « Amélie, s'il te plaît, ne crie pas, tu effraies Léa. » Il se tourne vers Julie, mais sa voix est douce, trop douce. « Julie, merci de votre inquiétude, mais tout va bien. Vous devriez redescendre et mettre quelque chose de plus chaud. » Pas « sortez, c'est inapproprié. » Juste « mettez quelque chose de plus chaud. » C'est une invitation déguisée en conseil paternel. Julie hoche la tête, renifle un coup. « Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Je voulais juste bien faire. » Elle se retourne lentement, très lentement, laissant à Hugo une dernière vue imprenable sur sa chute de rein et la transparence de sa nuisette sur ses fesses. Elle sort et referme la porte doucement. Je reste là, au milieu de la chambre, mon bébé hurlant dans les bras, le cœur en miettes. Hugo se rallonge, il remonte la couette. « C'est bon, Amélie. Estelle est partie. Viens te coucher. » Je le regarde comme si c'était un étranger. « C'est tout ? C'est tout ce que tu as à dire ?» Il soupire, agacé. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?
Elle est jeune, elle est bête, elle a paniqué avec l'orage. Arrête de voir le mal partout. Elle était nue, Hugo, et tu l'as regardée. J'ai vu comment tu l'as regardée. Il se redresse, le visage dur cette fois. Ça suffit. Je suis un homme, Amélie. Une femme nue entre dans ma chambre. Je regarde. C'est un réflexe. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire. Ma voix est basse maintenant. Brisée. Tu la désires. Il ne répond pas. Il éteint la lampe de chevet. Je suis fatiguée. J'ai une grosse journée demain. Dors. Il me tourne le dos. L'obscurité envahit de nouveau la pièce. Dehors, la pluie continue de tomber, lavant les rues de Vincennes, mais incapable de laver la saleté qui vient de s'infiltrer dans mon mariage. Je reste debout longtemps, berçant Léa jusqu'à ce qu'elle se calme. Je ne retourne pas dans le lit. Je m'assois dans le fauteuil d'allaitement, près de la fenêtre. Je regarde la pluie ruisseler sur la vitre. Chaque goutte est une larme que je refuse de verser. Je comprends maintenant. Ce n'est pas juste une nounou délurée. C'est un siège en règle de ma place de femme, de mère, d'épouse. Et mon mari n'est pas un allié. Il est la porte qu'elle essaie d'enfoncer, et il a déjà déverrouillé le loquet. Mais il y a pire. Une pensée me traverse l'esprit, froide et lucide. La réaction de ma belle-mère l'autre jour, l'inaction d'Hugo ce soir, l'audace incroyable de Julie. Tout cela ne colle pas si c'est juste du hasard. Une simple nounou n'oserait pas autant si elle ne se sentait pas protégée, soutenue, encouragée. Un frisson me parcourt, plus violent que le froid de la nuit. Et si ce n'était pas juste Julie? Et si c'était eux, la famille de la Roche, ce clan soudé, impénétrable? Est-ce que je suis en train de devenir folle ou est-ce que je suis en train de voir enfin les fils de la marionnette? Le lendemain, je décide de ne rien dire. Je ne crie plus, je ne pleure plus. Je descends prendre mon petit déjeuner avec un visage de marbre. Julie est là, en train de préparer le café. Elle porte un col roulé aujourd'hui. L'image de la vertu. « Bonjour madame, dit-elle avec un petit sourire timide. « Bonjour Julie. » Ma voix est calme. Je vois Hugo qui me regarde du coin de l'œil, soulagé. Il pense que la crise est passée. Il pense que la petite femme fragile a accepté l'explication, c'est juste un réflexe. Il ne sait pas que la femme fragile était morte cette nuit, quelque part entre le 2e et le 3e coup de tonnerre. Celle qui est assise en face de lui, beurrant sa tartine avec précision, est une autre personne. Une personne qui observe, une personne qui attend. « Maman a appelé », dit Hugo, brisant le silence. « Ah ? Oui, papa rentre de Lyon la semaine prochaine, pour la fête de la Lune. Ils viendront dîner. Gérard, le patriarche, l'homme que tout le monde respecte et craint un peu. C'est une bonne nouvelle, dis-je sans émotion. Oui, maman a dit qu'elle aimerait que Julie reste pour le service du dîner. Elle veut que tout soit parfait. Je lève les yeux. Je croise le regard de Julie. Pendant une fraction de seconde, le masque tombe. Il y a une lueur d'excitation dans ses yeux. Pas pour le service, pas pour le dîner, pour la venue de Gérard. Pourquoi une nounou de 22 ans serait-elle excitée par la venue d'un architecte de 60 ans? Une pièce du puzzle tombe dans ma main. Elle est froide et tranchante. Je me souviens des regards de Gérard lors de sa dernière visite. Je me souviens de ses mains baladeuses, qu'on mettait sur le compte de sa nature tactile et chaleureuse. Je me souviens de la façon dont il regardait mes amis. Et soudain, j'ai un plan. Si Julie veut jouer, nous allons jouer. Mais elle ne connaît pas les règles de ce nouveau jeu. Moi non plus, pas encore. Mais je vais apprendre vite, très vite. Bien sûr, dis-je à Hugo avec un sourire qui n'atteint pas mes yeux. Que Julie reste, plus on est de fous, plus on rit. Je regarde ma main posée sur la table. Mon alliance brille sous la lumière du lustre. Un cercle d'or parfait. Un symbole d'éternité. Ou une menotte dorée. Je tourne la bague à mon doigt. Elle me semble soudain un peu trop grande. Ou c'est moi qui ai maigri de l'intérieur. La tempête est passée dehors. Mais à l'intérieur de cette maison, les nuages noirs ne font que s'amonceler. Et je sens que la foudre va bientôt frapper. Pas sur le toit, mais en plein cœur de cette famille modèle. J'attends Gérard. J'attends le loup pour voir comment il traite la brebis. Ou plutôt comment il traite l'autre louve qui vient d'entrer dans la bergerie. La fête de la lune, la mi-automne. C'est une tradition que la famille de la Roche observe religieusement, bien qu'il soit purement français de souche. Gérard, mon beau-père, a passé 10 ans en Asie pour ses projets d'architecture dans les années 90. Il en a gardé un goût prononcé pour le décorum, le TPUR hors de prix, et cette fête qui célèbre l'union familiale. L'union familiale, quelle ironie! La maison a été nettoyée de fond en comble par Julie. Elle brille. L'argenterie scintille sur la nappe blanche endamassée. Les verres en cristal de baccarat sont alignés comme une armée de verres prête au combat.
Gérard arrive à 19h précise. Il gare sa grosse berline allemande dans l'allée. Il sort de la voiture, imposant, charismatique, avec son manteau en cachemire camel et sa canne au pommeau d'argent, qu'il utilise plus pour le style que par nécessité. Il a 64 ans, mais il en fait 10 de moins. Il a cette aura de pouvoir, cet argent qui se sent comme un parfum coûteux. Ma belle-mère, Madame de la Roche, l'accueille sur le perron avec une bise sèche sur chaque joue. Ils forment un couple royal. Le roi et la reine mère de Vincennes. Hugo et moi attendons dans le hall, Léa dans mes bras. « Ah, voilà ma petite princesse !» s'exclame Gérard en entrant. Sa voix de baryton remplit l'espace. Il s'approche, me fait une bise qui claque un peu trop fort, ses mains se posant sur mes épaules avec une familiarité qui m'a toujours mise mal à l'aise, mais que je n'ai jamais osé repousser. Il regarde Léa, sourit, lui chatouille le menton. Puis, son regard se déplace. Il glisse par-dessus mon épaule. Je n'ai pas besoin de me retourner pour savoir ce qu'il regarde, ou plutôt, qui il regarde. Julie se tient près de l'escalier, les mains jointes devant elle, tête baissée. Elle porte une petite robe noire col Claudine que ma belle-mère lui a offerte hier. C'est sage, c'est modeste, c'est la tenue parfaite de la domestique invisible, sauf que sur Julie, rien n'est modeste. La robe moule sa poitrine. La jupe s'arrête juste au-dessus du genou, révélant la courbe de ses mollets. « Et voici donc la fameuse Julie, » dit Gérard. Sa voix a changé de texture. Elle est devenue plus onctueuse. Je me tourne. « Julie, voici monsieur Gérard de la Roche, mon beau-père. » Julie lève les yeux. Elle fait une petite révérence maladroite. « Bonsoir, monsieur. » Gérard s'avance vers elle. Il ne lui serre pas la main. Il la dévisage de haut en bas, sans aucune gêne. C'est l'inspection du bétail. « Ma femme m'a dit beaucoup de bien de vous, ma petite. Il paraît que vous êtes très dévouée. » Il insiste sur le mot « dévouée ». Julie rougit. Un vrai rougissement ou du maquillage. « Je fais de mon mieux, monsieur. »« C'est bien. La loyauté, c'est rare de nos jours. Très rare. » Il lui sourit. C'est un sourire de loup. Un sourire qui dit « Je sais qui tu es. Et je sais ce que tu vaux. » Hugo, à côté de moi, est tendu comme un arc. Il regarde son père. Il regarde Julie. Il y a quelque chose dans l'air. Une rivalité, une complicité, je ne sais pas encore. Le dîner commence. L'ambiance est lourde malgré le champagne qui coule à flot. Gérard préside en bout de table. Il raconte ses anecdotes de chantier à Lyon, sa voix dominant les bruits de fourchette. Julie fait le service. Elle tourne autour de la table comme une ombre silencieuse. Mais à chaque fois qu'elle passe près de Gérard, il se tait un instant. Il suit le mouvement de son bras quand elle verse le vin. Il observe sa hanche quand elle se penche pour ramasser une serviette tombée par hasard. Et Julie joue le jeu. Quand elle serre Hugo, elle frôle son épaule avec sa poitrine. Juste une seconde. Juste assez pour qu'il frissonne, mais pas assez pour que ce soit flagrant. Quand elle serre Gérard, elle lui sourit. Un sourire différent de celui qu'elle donne à Hugo. Avec Hugo, c'est de la séduction brute, sexuelle. Avec Gérard, c'est de la soumission. C'est « je suis à vous, maître ». Je suis assise là, je coupe ma viande en petits morceaux que je n'arrive pas à avaler. Je regarde ma belle-mère. Elle mange sa soupe avec une élégance mécanique. Elle voit tout. Je le sais. Elle voit son mari déshabiller la bonne des yeux. Elle voit son fils transpirer de désir. Et elle ne dit rien. Elle continue de parler de la météo, des prix de l'immobilier, de la nouvelle école maternelle bilingue pour Léa. C'est ça qui me glace le sang le plus. Son acceptation. Comme si c'était normal. Comme si le désir des hommes de cette famille était une force de la nature, inévitable, qu'il fallait juste gérer, canaliser, comme on gère une inondation. Le canard est excellent, Amélie, dit Gérard en s'essuyant la bouche. C'est Julie qui l'a préparé, je réponds. Vraiment, elle a tous les talents, cette fille. Il rit, un rire gras. Hugo rit aussi, nerveusement. Oui, papa, elle apprend vite. C'est important d'apprendre vite, dit Gérard en plantant ses yeux dans ceux de son fils. Surtout quand on veut rester dans cette famille. La phrase flotte dans l'air, lourde de sous-entendus. Le dessert arrive, des gâteaux de lune. Julie apporte le plateau. En le posant devant Gérard, sa main effleure celle du vieil homme. Gérard ne retire pas sa main. Il laisse ses doigts courir sur le poignet de la jeune fille. C'est rapide, c'est presque invisible, mais je l'ai vu, et Julie n'a pas reculé. Elle a baissé les cils. J'ai envie de vomir. Je me lève brusquement. Je vais voir Léa. Je crois qu'elle pleure. Personne n'a entendu Léa pleurer. Mais personne ne me retient. Va, ma chérie, dit Hugo, soulagé que je parte. Je monte les escaliers, les jambes en coton. Je m'enferme dans ma chambre. Je ne vais pas voir Léa. Je m'appuie contre la porte, le cœur battant à tout rompre. Ce n'est pas seulement Hugo, c'est Gérard aussi. Ils sont tous les deux après elle. C'est une compétition, un partage. Quelle sorte de maison est-ce que j'habite?
Je pensais avoir épousé une famille bourgeoise classique. Je réalise que je suis tombée dans un nid de vipères perverses. La nuit tombe sur la maison. Les invités se retirent. Gérard et ma belle-mère dorment dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée, juste à côté de la chambre de Julie. C'est pratique, terriblement pratique. Je me couche, mais je garde mes vêtements. Un jogging noir, un t-shirt sombre. Je suis prête. Hugo monte une demi-heure plus tard. Il sent le cognac et le cigare. Il est d'humeur joyeuse et belle soirée, non? Papa était en forme. Il essaie de m'embrasser. Je tourne la tête. Je suis fatiguée, Hugo. Allez, c'est la fête. Il insiste, sa main cherchant mon sein. Je le repousse fermement. J'ai dit non, j'ai mal à ma cicatrice. C'est le mot magique. Il recule tout de suite. La cicatrice le dégoûte un peu. Je le sais. D'accord, dors bien. Il se tourne et s'endort en 2 minutes, assommé par l'alcool. Moi, je reste éveillée. J'écoute la maison. 1 heure passe. 2 heures. Il est 2 heures du matin. L'heure du diable dans cette maison. Et ça commence. Un craquement dans l'escalier? Non. C'est en bas. Un bruit de porte qui s'ouvre doucement. Puis des pas feutrés. Je me lève sans faire un bruit. Je sors dans le couloir. Je me penche par-dessus la rampe. Tout est noir en bas. Mais j'entends le frottement d'un tissu. J'entends un murmure, puis le bruit d'une porte qui se referme. Ce n'est pas la porte de Julie. C'est la porte de la salle de bain du rez-de-chaussée. Ou celle de la chambre d'amis? Non, la salle de bain, celle qui est commune au rez-de-chaussée. Hugo bouge dans le lit derrière moi. Amélie, tu fais quoi? Sa voix est pâteuse. Chut, j'ai entendu un bruit en bas. Hugo se redresse d'un coup, soudain très réveillé. Un bruit? Quel genre de bruit? Comme quelqu'un qui marche, un voleur peut-être. Je mens. Je sais que ce n'est pas un voleur. Hugo se lève, paniqué. Je vais aller voir. Il cherche son peignoir. Il est trop pressé. Pourquoi est-il si pressé? A-t-il peur pour nous ou peur que je descende? Non, dis-je fermement. Reste avec Léa. Si c'est un voleur, il peut monter. Je vais juste vérifier si j'ai bien fermé la porte d'entrée. Mais Amélie, c'est dangereux. Prends ton téléphone. Si je crie, tu appelles la police. Je ne lui laisse pas le choix. Je sors et je descends l'escalier. Mes pieds nus connaissent chaque marche. Le rez-de-chaussée essaie plongé dans l'obscurité. Je m'avance vers le couloir des chambres. À gauche, la chambre de Julie. À droite, la chambre de mes beaux-parents. Au fond, la salle de bain. Il y a de la lumière sous la porte de la salle de bain. Une fine ligne jaune. Et j'entends des bruits. Ce ne sont pas des bruits d'eau, ce sont des bruits de lutte. Non, des rires étouffés, des gémissements bas. Non, monsieur, pas là. C'est la voix de Julie. Une voix faussement plaintive, excitée. Chut, petite garce, tu aimes ça. La voix d'homme, ce n'est pas Hugo. Mon sang se glace dans mes veines. Je reconnais ce timbre grave, autoritaire. C'est Gérard, mon beau-père, le grand architecte, le grand-père de ma fille. Il est dans la salle de bain avec la nounou de 22 ans, à 3 mètres de la chambre où dort sa femme. La nausée me submerge. C'est pire que l'adultère. C'est de la pourriture pure. C'est un système. Je pourrais remonter. Je pourrais faire semblant de n'avoir rien entendu. Mais la colère est plus forte que le dégoût. Je veux voir. Je veux qu'il sache que je sais. Je m'approche de la porte de la chambre de mes beaux-parents. Je frappe fort. Bam, bam, bam. Gérard? Maman, réveillez-vous. Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Je crie assez fort pour réveiller les morts. Et surtout, assez fort pour semer la panique dans la salle de bain. Silence immédiat derrière la porte du fond. La lumière sous la porte s'éteint brusquement. Dans la chambre des beaux-parents, j'entends ma belle-mère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis la porte de la salle de bain s'ouvre avec fracas. Gérard en sort. Il porte son pyjama de soie bordeaux. Il tient sa canne à la main, comme une arme. Il est essoufflé. Ses cheveux sont en désordre. Il transpire. Qu'est-ce qu'il y a? Qui crie? Hurle-t-il, essayant de reprendre le contrôle par l'agression. Je suis là, debout dans le couloir sombre. Je regarde derrière lui, vers la salle de bain obscure. Je distingue une ombre qui se recroqueville derrière la porte. L'ombre d'une femme nue. J'ai entendu du bruit, Gérard, dis-je calmement. Je croyais qu'il y avait un intrus. Gérard s'appuie sur sa canne. Il essaye de réguler sa respiration. Un intrus? N'importe quoi. C'était une souris. Une souris? Oui, une énorme souris. Je l'ai pourchassée jusque dans la salle de bain. J'essayais de la tuer avec ma canne. L'excuse est si grotesque que j'ai envie de rire. Une souris, qui gémit... Non, monsieur, pas là. Ma belle-mère apparaît sur le seuil de sa chambre. Elle allume la lumière du couloir. Elle plisse les yeux, éblouie. Elle voit Gérard, échevelé, sortant de la salle de bain. Elle me voit, bras croisés. Elle regarde vers la porte, entr'ouverte de la salle de bain où Julie se cache. En 1 seconde, elle a tout compris.
Son visage ne montre aucune surprise, juste de la lassitude et une pointe d'agacement, non pas contre son mari, mais contre moi qui ai allumé la lumière. Une souris, répète-t-elle d'une voix plate. Gérard a horreur des rongeurs, tu as bien fait de le chasser, mon chéri. Elle valide le mensonge, elle cimente la scène, elle regarde Gérard avec un avertissement silencieux dans les yeux. Sois plus discret, vieux fou. Puis elle se tourne vers moi. Retourne te coucher, Amélie. Tout est fini. La souris, est partie. C'est un ordre. La souris, c'est parti. Cela veut dire, le spectacle c'est fini, retourne dans ta chambre et oublie ce que tu as vu. Je regarde Gérard. Il évite mon regard. Il remet de l'ordre dans son pyjama. Je regarde la porte de la salle de bain. Julie ne sort pas. Bien sûr qu'elle ne sort pas. Je hoche la tête lentement. Bien. Si c'était juste une souris, bonne nuit. Je me retourne. Je remonte l'escalier. Je sens leur regard dans mon dos. Arrivé en haut, je croise Hugo qui attend sur le palier, pâle comme un linge. Alors, c'était quoi chuchote-t-il. Je le regarde. Je vois la peur dans ses yeux. Il savait que son père était en bas. Il savait peut-être même que Julie était disponible pour son père ce soir. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je descende. Il se la partage. Ou pire, c'est un rite de passage, une coutume de la maison de la Roche. Je me sens sale, souillée par association. C'était une souris, Hugo, dis-je d'une voix morte. Ton père chassait une souris. Hugo relâche son souffle, un soupir de soulagement immense. Ah, ouf, sacré papa. Il a toujours détesté les bêtes. Il me prend par l'épaule. Allez, viens dormir. Je me dégage de son étreinte. Ne me touche pas. Quoi ? Je suis moite, je vais me rincer le visage. Je m'enferme dans ma salle de bain, celle de l'étage, celle où tout a commencé. Je regarde mon visage dans le miroir. Je suis pâle, j'ai des cernes. Mais mes yeux sont différents. La jeune maman, inquiète et douce, a disparu. À la place, il y a une femme froide. Une femme qui vient de comprendre qu'elle vit dans un zoo, pas dans une maison. Je ne pleure pas. Je n'ai plus de larmes. La tristesse a laissé la place à une clarté terrifiante. Ils croient que je suis stupide. Ils croient que je vais avaler l'histoire de la souris. Ils croient que je vais continuer à jouer la gentille épouse, la gentille bru, pendant qu'ils transforment ma maison en bordel familial. Ils se trompent. Je pose ma main sur mon ventre, sur ma cicatrice. Ils m'ont dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant, que je n'étais plus utile. C'est pour ça qu'ils ont amené Julie, la jument reproductrice de remplacement, et le jouet sexuel en attendant. Très bien. S'ils veulent une guerre, ils vont l'avoir. Mais pas une guerre de cris et de larmes, une guerre de silence, une guerre de sourires, une guerre d'architectes. Je vais déconstruire leur petite vie parfaite, brique par brique. Je sors de la salle de bain, je me recouche à côté d'Hugo. Il ronfle déjà. Je fixe le plafond, la fissure est devenue un gouffre, et je ne vais pas tomber dedans toute seule. Je vais les y pousser, tous. L'hiver est arrivé à Vincennes. Il est arrivé sournoisement, comme tout ce qui se passe dans cette famille. Les feuilles dorées du bois sont tombées, laissant les arbres nus, squelettiques, griffant le ciel gris de Paris. Le froid s'est infiltré dans les murs de pierre de notre maison. Julie est partie. Son contrat de 3 mois s'est terminé il y a quelques semaines. Son départ a été aussi discret que son arrivée avait été fracassante. Un matin, elle a descendu sa valise. Elle portait un manteau bon marché et une écharpe en laine rouge. Elle a dit au revoir à Hugo sans le regarder dans les yeux, mais j'ai vu sa main traîner sur la manche de son costume un peu trop longtemps. Elle a dit au revoir à Léa avec une indifférence qui m'a glacée. Pour une nounou qui prétendait adorer les enfants, elle a quitté ma fille comme on quitte un dossier classé. Puis elle s'est montée dans un taxi et elle a disparu. La maison est redevenue silencieuse. Mais ce n'est pas le silence de la paix, c'est le silence du manque. Depuis qu'elle est partie, Hugo est insupportable. Il est irritable, il rentre tard. Il passe ses soirées sur son téléphone, l'écran tourné contre sa poitrine dès que j'approche. Il ne me touche plus, même plus par devoir conjugal. Il dort au bord du lit, prêt à tomber, comme si mon contact le brûlait. Gérard, mon beau-père, ne vient plus. Les souris ont disparu, et apparemment son intérêt pour sa petite fille aussi. Je suis seule avec Léa, seule avec mes soupçons qui sont devenus des certitudes, durcissant mon cœur jour après jour comme du ciment qui sèche. Je ne suis plus la femme apeurée qui pleurait dans la salle de bain. Je suis une femme qui attend. J'ai recommencé à faire de l'exercice doucement. J'ai repris le contrôle de mon corps. Je vérifie les comptes bancaires, mais Hugo est malin. Il a ses propres comptes, ceux que je ne vois pas. Cependant, l'absence de Julie me pèse paradoxalement. Quand elle était là, j'avais une cible. J'avais un ennemi visible. Maintenant, je me bats contre des fantômes et des absences.
3 mois passent ainsi, 3 mois de guerre froide. Nous sommes un mardi matin de novembre. Il pleut, une pluie fine, glaciale, qui pénètre jusqu'aux os. Je suis dans le salon, en train de donner le biberon à Léa. La sonnette retentit. C'est un son strident qui me fait sursauter. Je n'attends personne. Je pose Léa dans son transat et je vais ouvrir. C'est Madame de la Roche, ma belle-mère. Elle est là, sur le perron, protégée par un grand parapluie noir. Elle porte un tailleur Chanel en tweed gris, impeccable, sans un pli. Son visage est grave, solennel. « Bonjour, maman, dis-je surprise. Je ne vous attendais pas. » Elle ferme son parapluie et le secoue sèchement avant d'entrer. Elle ne m'embrasse pas. Elle me regarde avec une intensité qui me met mal à l'aise. « Bonjour, Amélie. Hugo est là ?»« Non, il est au travail. C'est mardi. Je lui ai demandé de rentrer. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. » Mon estomac se noue. Elle a convoqué son fils chez nous en pleine journée, sans me prévenir. C'est un conseil de guerre ou un tribunal. Qu'est-ce qui se passe? C'est Gérard? Il est malade? Elle retire ses gants en cuir lentement, doigt par doigt. Non, Gérard va très bien. Prépare du thé, s'il te plaît. Nous devons parler. C'est important. Elle entre dans le salon sans attendre ma réponse. Elle s'assoit sur le fauteuil crapaud, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Elle regarde Léa qui gazouille. Mais son regard est vide. Il n'y a pas d'amour de grand-mère dans ces yeux-là. Il y a juste de l'évaluation. Je vais à la cuisine. Mes mains tremblent légèrement en remplissant la bouilloire. Quelque chose de terrible va arriver. Je le sens dans l'air comme l'ozone avant l'orage. La porte d'entrée s'ouvre à nouveau. C'est Hugo. Il est essoufflé. Il a couru depuis sa voiture. Il entre dans la cuisine, pâle, les yeux fuyants. « Maman est là ?» demande-t-il à voix basse. Elle est au salon. « Hugo, qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne me répond pas. Il desserre sa cravate comme s'il étouffait. « Viens, apporte le thé. On va tout expliquer, tout m'expliquer. » Cette phrase résonne comme une menace. Nous nous asseyons au salon. La pluie bat contre les vitres, créant un huis clos aquatique. Madame de la Roche prend une tasse de thé. Elle ne boit pas. Elle la tient juste pour se donner une contenance. Elle inspire profondément, puis elle plonge ses yeux gris acier dans les miens. « Amélie, tu es une femme intelligente. Tu es une femme forte. Les compliments de ma belle-mère sont toujours le prélude à une attaque. C'est comme l'anesthésie avant l'incision. Je vais aller droit au but. Nous avons une situation. » Elle fait une pause. Julie est enceinte. Le monde s'arrête. Le tic-tac de l'horloge comtoise disparaît. Le bruit de la pluie disparaît. Il ne reste que ces 3 mots qui flottent dans l'air vicié du salon. Julie est enceinte. Je regarde Hugo. Il regarde ses chaussures. Il se frotte les mains nerveusement, comme s'il essayait d'enlever une tache invisible. Je regarde ma belle-mère. Elle ne cille pas. « Enceinte ?» répétai-je. Ma voix est lointaine, étrangère. « Oui, de 4 mois. 4 mois. » Cela remonte à l'été, à la période où elle vivait ici, à la période des orages et des souris. C'est Hugo ? Je pose la question, même si je connais la réponse. Madame de la Roche hoche la tête. Oui, c'est Hugo. Je sens un rire hystérique monter dans ma gorge. Je le ravale, ce n'est pas le moment de craquer. Et Gérard ? Dis-je soudainement. On est sûr que ce n'est pas Gérard ? Le coup part tout seul, vicieux, précis. Le visage de ma belle-mère se fige. Hugo lève la tête brusquement, choqué. « Amélie, comment oses-tu ?»« Comment j'ose ? Vous venez m'annoncer que mon mari a mis la bonne enceinte sous mon toit, pendant que je m'occupais de notre fille. Et tu me parles d'audace. » Madame de la Roche lève une main pour nous faire taire. Elle reprend le contrôle. La paternité ne fait aucun doute. Hugo a reconnu ses erreurs. Erreur. Coucher avec la nounou sans préservatif, c'est une erreur. Oublier d'acheter du pain, c'est une erreur. Ça, c'est une trahison. Et alors, dis-je, sentant une colère froide m'envahir. Vous voulez que je fasse quoi ? Que je félicite le futur papa ? Que je tricote des chaussons ? C'est un garçon, dit Madame de la Roche. Elle lâche ça comme une bombe atomique. Un garçon, l'héritier, le saint graal de la famille de la Roche, celui que mon utérus défectueux ne pouvait pas produire. Je comprends tout. La lueur dans les yeux d'Hugo, l'indulgence de la belle-mère. Ce n'était pas juste du sexe, c'était une mission, une insémination programmée. Je regarde Hugo, il a l'air presque fier, malgré sa honte feinte. Il a réussi là où j'ai échoué. Il a prouvé sa virilité. Il a assuré la lignée. « Félicitations !» dis-je avec un sarcasme mordant. « La dynastie est sauve. » Madame de la Roche pose sa tasse. Le bruit de la porcelaine contre la soucoupe est sec, définitif. « Écoute-moi bien, Amélie. Cette situation est délicate, mais elle n'est pas désespérée. Nous sommes une famille pragmatique. Pragmatique, le mot préféré des monstres. Julie est une jeune fille sans ressources. Elle ne peut pas élever cet enfant. Elle ne le veut pas vraiment.
Elle veut de l'argent pour reprendre ses études. Je vois où elle veut en venir. L'horreur du plan se dessine devant moi. Nous avons passé un accord avec elle, poursuit ma belle-mère. Elle mène la grossesse à terme. Elle accouche discrètement dans une clinique privée en Suisse. Et elle nous donne l'enfant. Elle se penche vers moi. Nous allons adopter cet enfant. Amélie, toi et Hugo. Je reste bouche bée. Pardon ? Tu m'as bien entendu. Officiellement, cet enfant sera le tien. Nous dirons que tu as eu une grossesse difficile, que tu t'es isolée à la campagne, ou que nous avons fait appel à une mère porteuse à l'étranger. Peu importe l'histoire. L'important, c'est le résultat. Le résultat ? L'enfant portera le nom de Laroche. Il sera élevé par son père et par toi. Il sera le frère de Léa. Elle dit ça comme si elle me proposait de changer de marque de lessive. Je me tourne vers Hugo. Et tu es d'accord avec ça ? Il me regarde enfin, ses yeux sont implorants. Amélie, c'est la meilleure solution. Pense à nous, pense à l'avenir. On ne peut pas laisser notre fils, grandir avec une fille comme Julie. Il a besoin d'une vraie mère. Il a besoin de toi. Tu veux que j'élève le fruit de ton adultère ? Que je le regarde grandir chaque jour en sachant qu'il est la preuve vivante que tu m'as trompé. C'est pour la famille, s'exclame-t-il. Je ne t'abandonne pas, Amélie. Je te donne un fils. Ce fils que tu ne pouvais pas avoir. Il pense qu'il me fait un cadeau. C'est ça le pire. Dans son esprit tordu, il croit qu'il résout mon problème. Madame de Laroche reprend la parole, implacable. Julie recevra 10 000 € après l'accouchement. Elle signera une renonciation à ses droits parentaux. Elle disparaîtra de nos vies. 10 000 €? Je ris. C'est le prix d'un enfant, c'est le prix de ma dignité. C'est généreux pour une fille de son milieu, dit ma belle-mère. Et si je refuse ? Demandai-je. Le silence tombe à nouveau, lourd, menaçant. Madame de Laroche se redresse. Elle redevient la reine-mère. Si tu refuses, Amélie, les choses seront compliquées. Compliquées comment ? Hugo ne peut pas abandonner son fils, c'est l'héritier. Si tu refuses de l'accueillir, Hugo devra faire un choix. Un choix ? Il devra choisir entre sa femme qui ne peut plus lui donner d'enfant et la mère de son fils. C'est du chantage, pur et simple. Tu veux dire le divorce ? Je veux dire que tu te retrouverais seule, Amélie, sans ressources, avec Léa. Elle regarde autour d'elle. Cette maison appartient à Gérard. Hugo a un bon salaire, mais avec un divorce pour faute, ou si on prouve que tu es instable psychologiquement, après ta dépression postpartum. Elle laisse la phrase en suspens. La menace est claire. Ils me détruiront. Ils me prendront Léa. Ils me jetteront à la rue. Je regarde Hugo. Il ne me défend pas. Il hoche la tête tristement, comme s'il était victime de la fatalité. Je ne veux pas te perdre, Amélie, mais je ne peux pas perdre mon fils. Je suis piégée, acculée. Je regarde par la fenêtre. La pluie tombe toujours. Le monde extérieur est gris et froid. À l'intérieur, c'est l'enfer. Mais une chose étrange se produit en moi. Au lieu de paniquer, au lieu de pleurer, je sens un grand calme m'envahir. C'est le calme du soldat qui réalise qu'il est déjà mort et qu'il n'a plus rien à perdre. Il pense que je suis faible. Il pense que je vais m'écrouler. Il pense que je vais accepter par peur. Je vais accepter. Oui, mais pas par peur, par stratégie. Je regarde Léa dans son transat. Elle dort, innocente. Si je pars maintenant, je perds tout. Je perds ma fille peut-être. Je perds ma maison. Je me retrouve sans rien face à la puissance financière des Delaroche. Mais si je reste, si je joue leur jeu, je suis dans la place. Je suis la mère légale, je suis celle qui tient les rênes. 10 000 € pour Julie, un fils pour Hugo, un petit-fils pour Gérard et la reine-mère. Et pour moi, qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Une idée germe dans mon esprit, une idée brillante et cruelle. Je me tourne vers eux, mon visage est lisse. Je ne pleure pas. Je prends ma tasse de thé, je bois une gorgée. Le thé est froid. Pareil, c'est la mer. Anime, comme ma vie, comme ma vie. Très bien, dis-je doucement. Hugo soupire de soulagement. Madame de Laroche esquisse un sourire victorieux. Je savais que tu serais raisonnable, Amélie. Attendez, dis-je en levant la main. Je n'ai pas fini. Il se fige. J'accepte d'adopter cet enfant. J'accepte de dire au monde qu'il est le mien. J'accepte de sauver les apparences de votre précieuse famille. Je pose ma tasse. Mais j'ai mes conditions. Des conditions ? Demande Hugo, inquiet. Oui, ce n'est pas une faveur que je vous fais, c'est une transaction commerciale. Vous l'avez dit vous-même, maman, soyons pragmatiques. Je me lève, je suis en pyjama, les cheveux attachés à la va-vite, mais je me sens plus grande qu'eux. Premièrement, cet enfant sera légalement le mien. Julie disparaît, comme prévu. Mais je veux que ce soit clair. Je serai sa seule mère. Personne ne lui dira jamais la vérité. Bien sûr, dit Madame de Laroche, c'est ce que nous voulons tous.
Deuxièmement, continuai-je, puisque je garantis la pérennité de la lignée de la Roche, et que je sauve l'honneur de ton fils, je veux une garantie pour mon avenir et celui de Léa. Quelle garantie? Demande Gérard. Non, Gérard n'est pas là, c'est Hugo qui demande. Je regarde Hugo droit dans les yeux. Je veux la maison. Quoi? La maison, cette maison, je veux qu'elle soit mise à mon nom, uniquement à mon nom. Mais elle est à papa, balbutiait Hugo. Papa te la donnera, et tu me la donneras. C'est le prix à payer pour avoir ton héritier et garder ta femme. Je me tourne vers ma belle-mère. Et la voiture, la Mercedes. Amélie, tu délires, dit Hugo. C'est du chantage. Je souris. Un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Appelle ça comme tu veux, chérie. Maman a parlé de négociation. Je négocie. Et, ajoutai-je, le coup de grâce. Si Julie reçoit 10 000 € pour avoir ouvert les jambes, moi, l'épouse légitime qui accepte de nettoyer votre merde, je vaux bien autant. Je veux 10 000 € sur mon compte personnel, maintenant. Le silence est total. Madame Delaroche me regarde avec une nouvelle lueur dans les yeux. Ce n'est plus du mépris, c'est de la surprise. Peut-être même une pointe de respect. Elle reconnaît le langage. C'est le langage des affaires. Hugo, dit-elle calmement, sans me quitter des yeux. Appelle ton père. Mais maman, appelle ton père. Dis-lui qu'Amélie est d'accord. Et dis-lui de préparer les papiers pour le notaire. Hugo est abasourdi. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il pensait que j'allais pleurer, crier, puis me soumettre. Il ne s'attendait pas à ce que je sorte une calculatrice. Moi non plus, à vrai dire. Mais c'est la seule façon de survivre. Si je ne peux pas avoir l'amour, j'aurai le pouvoir. Si je ne peux pas avoir la fidélité, j'aurai la sécurité. C'est d'accord, Amélie, dit Madame Delaroche. Nous ferons les papiers demain. Parfait. Je me rassois. Je reprends mon bébé dans mes bras. Elle est chaude, vivante, elle est la seule chose pure dans cette pièce. Maintenant, dis-je en les regardant tous les deux, sortez de chez moi, j'ai besoin de nourrir ma fille. Hugo ouvre la bouche pour protester, c'est aussi chez moi, mais sa mère le tire par la manche. Ils se lèvent, ils sortent. J'entends la porte d'entrée se refermer. Puis, j'entends Hugo qui chuchote dans le couloir à sa mère. « Tu es folle? La maison, c'est une fortune !» Et j'entends la réponse de la vieille sorcière, claire et nette. « Fais ce qu'elle demande, idiot. Une fois que l'enfant sera là et qu'il sera reconnu, nous verrons. Une femme, ça se manipule. Une mère, ça se tient par les sentiments. Donne-lui ce qu'elle veut pour l'instant. On récupérera tout plus tard. » Je souris. Je suis assise seule dans le salon sombre. Ils pensent encore avoir gagné. Ils pensent que c'est un prêt. Ils ne savent pas que je viens d'enregistrer leur conversation sur le babyphone connecté à mon téléphone. La petite lumière rouge du moniteur clignote doucement dans la pénombre, comme un œil qui veille. On récupérera tout plus tard. Nous verrons bien, maman. Nous verrons bien qui récupérera quoi. Le jeu ne fait que commencer. Et cette fois, c'est moi qui distribue les cartes. Le lendemain matin, Paris est sous la brume. Une brume épaisse, jaunâtre, qui colle aux vitres de la voiture. Nous sommes dans la Mercedes noire, celle qu'Hugo adorait, celle qui sera à moi dans 1 heure. Hugo conduit. Il a les mains crispées sur le volant en cuir. Ses jointures sont blanches. Il ne parle pas. Il a passé la nuit à tourner dans le lit, à essayer de me raisonner, à chuchoter que je n'avais pas besoin de garanties écrites si je l'aimais vraiment. Je n'ai pas répondu. J'ai dormi comme un bébé. Le sommeil du juste ou le sommeil du bourreau, je ne sais pas encore. Nous arrivons devant l'étude de Maître Valmont, dans le 16e arrondissement. C'est le notaire de la famille Delaroche depuis 3 générations. Il connaît tous les secrets, tous les héritages, toutes les clauses cachées. Aujourd'hui, il va en découvrir un nouveau. Le bureau est feutré. Des boiseries sombres, des tapis persans, une odeur de vieux papier et de cire d'abeille. Maître Valmont nous accueille avec une courtoisie professionnelle, mais je vois bien qu'il est perplexe. Gérard a appelé ce matin à la 1re heure. Il a donné l'ordre. Donation entre époux, transfert de propriété, changement de carte grise. Le vieux notaire ajuste ses lunettes en écaille. « Madame, monsieur, c'est une démarche inhabituelle, surtout pour la maison de Vincennes qui est dans la famille depuis 1950. Il me regarde par-dessus ses verres. Il cherche une trace de coercition. Il pense sans doute que je fais chanter mon mari. Il a raison, mais légalement, tout est propre. C'est un cadeau de mariage tardif, dis-je avec un sourire doux, pour sécuriser l'avenir de notre fille et des futurs enfants. Hugo opine du chef, la mort dans l'âme. Oui, c'est ça, pour la famille. Le notaire soupire et pousse les documents vers nous. Le stylo gratte le papier. C'est un son délicieux. Scratch, scratch, Hugo signe. Sa signature est tremblante. Il vient de céder son patrimoine. Je signe à mon tour. Ma signature est ferme, ample. Je deviens propriétaire. Je ne suis plus l'invité. Je suis la maîtresse des lieux.
En sortant de l'étude, Hugo s'adosse au mur de pierre. Il allume une cigarette, lui qui avait arrêté pour Léa. « C'est fait, dit-il, la fumée sortant de ses narines comme un dragon vaincu. Tu es contente? Tu as ta maison, tu as ta voiture. Je range l'acte notarié dans mon sac à main, je le ferme soigneusement. Je suis rassurée, Hugo, ce n'est pas pareil. » Il jette sa cigarette par terre et l'écrase avec rage. « Maintenant, tu dois tenir ta part du marché. Julie accouche dans 3 mois. Tu dois préparer la chambre, tu dois faire semblant. Je sais ce que j'ai à faire. » Je monte dans la voiture. Côté conducteur. Hugo me regarde, interdit. « C'est ma voiture maintenant, Hugo. Je conduis. » Il reste planté là une seconde, humilié, puis il contourne la voiture et s'assoit sur le siège passager. Je démarre, le moteur ronronne. Je me sens puissante. Mais la puissance ne suffit pas. Il me faut la vérité. L'après-midi même, Hugo retourne au bureau. « Il doit rattraper le temps perdu, dit-il. Je sais qu'il va voir Julie. Il doit lui apporter la première partie de l'argent. Je suis seule à la maison. Je monte au grenier. Julie a laissé quelques cartons là-haut quand elle est partie. Des vieilleries, avait-elle dit. Je passerai les prendre plus tard. Elle ne passera jamais. Maintenant qu'elle va toucher le jackpot, elle n'a plus besoin de ses vieux pulls. J'ouvre le premier carton. Des livres de poche, des vêtements d'hiver, une vieille paire de baskets. Rien d'intéressant. J'ouvre le deuxième carton. C'est une boîte à chaussures, fermée par du scotch. Je prends un ciseau et j'ouvre. À l'intérieur, il n'y a pas de chaussures. Il y a un carnet, des plaquettes de médicaments vides et des reçus de pharmacie. Je prends les plaquettes. Clomid, Ovitrel, ce sont des inducteurs d'ovulation, des hormones pour booster la fertilité. Je regarde les dates sur les reçus. Mon sang se fige. Les dates remontent à 6 mois. 6 mois. C'était bien avant que je n'accouche de Léa. C'était bien avant que Julie ne soit embauchée comme nounou. Je prends le carnet. C'est un agenda. À la date du 15 mars, il y a une note écrite au stylo rouge. RDV Madame D. Café de la Paix. 15h00. Madame D. Madame de la Roche. Ma belle-mère. Je tourne les pages. 2 avril. Début traitement. 1er mai. Entretien embauche. Faire bonne impression. 15 juin. Début mission Vincennes. 20 juin. Cible H. Hugo. Attendre moment propice. 15 août. Bingo. Je lâche le carnet. Mes mains tremblent tellement que je dois m'asseoir sur le vieux plancher poussiéreux. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur d'un soir. Ce n'était même pas une séduction opportuniste. C'était un contrat. Ma belle-mère a recruté Julie avant même que Léa ne soit née. Elle savait que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Non, elle ne pouvait pas le savoir avant l'accouchement. Sauf si... Je réfléchis à toute vitesse. Le médecin de la Pitié-Salpêtrière. C'est un ami de Gérard. Est-ce qu'ils savaient que ma grossesse était à risque? Est-ce qu'ils avaient prévu de me remplacer dès le début si je ne produisais pas un héritier mâle? Ou pire, est-ce que Julie était là pour garantir un héritier, peu importe ce que je sortais de mon ventre? Cible H. Hugo était une cible. Un donneur de sperme qui ne savait pas qu'il était traire. Non, Hugo est ses complices maintenant. Mais au début, il a été manipulé aussi, par sa propre mère. Quelle famille de monstres! Je photographie chaque page du carnet, chaque ordonnance, chaque reçu. Je remets tout en place. Je descends les escaliers. J'ai envie de vomir, mais je n'ai plus rien dans l'estomac. J'ai besoin de voir Julie. Je dois la voir, pas la nounou timide, la professionnelle, l'actrice. Je trouve une adresse sur une enveloppe de sécurité sociale coincée au fond du carton. 24 rue des Amandiers, Paris 20e. Ce n'est pas loin. Je laisse Léa à ma voisine, une dame gentille qui ne pose pas de questions. Juste 1 heure, une urgence administrative. Je prends la Mercedes, je conduis dans Paris comme un automate. Je me gare rue des Amandiers. C'est un quartier populaire, mais l'immeuble est récent, sécurisé. Ce n'est pas le taudis d'une pauvre fille de province. J'attends. Je ne sais pas ce que j'attends. Peut-être qu'elle sorte. 1 heure passe. La pluie recommence à tomber. Soudain, un taxi s'arrête devant l'immeuble. La portière s'ouvre. Une femme en sort. C'est Julie. Mais quelle transformation! Elle porte un manteau de fourrure, fausse ou vraie, des bottes à talons hauts, des lunettes de soleil alors qu'il pleut. Elle a l'air d'une starlette de cinéma. Son ventre est rond, bien rond sous son manteau. Elle n'est pas seule. Un homme sort du taxi, après elle. Il tient un grand sac de courses de luxe. Galerie Lafayette. L'homme se retourne pour payer le chauffeur. Je retiens mon souffle. Est-ce Hugo? L'homme se redresse. Il a des cheveux gris argentés, une posture droite. C'est Gérard, mon beau-père, le grand-père de l'enfant qu'elle porte. Il lui tient le bras avec galanterie. Il l'embrasse sur la joue. Non, pas sur la joue, près de la bouche. Julie rit. Elle pose sa tête sur l'épaule de Gérard. Ils entrent dans l'immeuble ensemble, comme un vieux couple, comme un amant
et sa maîtresse entretenue. Je frappe le volant de mes poings. Un cri de rage pure sort de ma gorge, étouffé par l'habitacle insonorisé de la voiture de luxe. Alors c'est ça, ce n'est pas l'enfant d'Hugo. Ou peut-être que si, mais Gérard couche avec elle, c'est un bordel, c'est une abomination. Julie est la maîtresse du père et du fils. Et la mère a tout orchestré. Pourquoi? Pourquoi une mère ferait-elle ça? Pour contrôler la lignée? Pour contrôler l'argent? Si l'enfant est de Gérard, alors Hugo n'est pas le père. L'héritier est le frère d'Hugo, pas son fils. Si l'enfant est d'Hugo, alors Gérard couche avec la mère de son petit-fils. Dans tous les cas, c'est de l'inceste moral. Je sors mon téléphone. Je prends une photo de l'entrée de l'immeuble. Je note l'heure. Je n'ai pas besoin de les confronter maintenant. J'en sais assez pour les détruire. Mais pas encore. Il faut que l'enfant naisse. Il faut que le piège se referme sur eux. Il faut qu'ils signent les papiers d'adoption. Il faut qu'ils s'engagent légalement dans ce mensonge. Une fois qu'ils auront reconnu l'enfant, une fois que le faux acte de naissance sera établi, alors je frapperai. Je ferai un test ADN. Je dévoilerai tout. Et je prendrai tout. Je démarre la voiture. Je rentre à Vincennes. Sur la route, je m'arrête à une pharmacie. J'achète un dictaphone numérique haute qualité, de ceux qu'on peut cacher dans une poche ou sous un lit. Je rentre à la maison. La maison vide. La maison qui est à moi. Je monte dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, celle où Gérard et Madame Delaroche dorment quand ils viennent. Je scotche le dictaphone sous le sommier. Je le mets en mode activation vocale. La prochaine fois qu'ils viendront, la prochaine fois qu'ils comploteront, je saurai tout. Le soir, Hugo rentre. Il a l'air épuisé. « Tu as vu Julie ?» je demande en servant la soupe. Il sursaute. « Non. Pourquoi ? Tu as dit que tu devais régler des détails pour la clinique. » « Ah oui, j'ai eu son médecin au téléphone. Tout va bien. C'est un garçon robuste. Tant mieux. Et elle, elle va bien ? Oui, je suppose. Il ment mal, il ne sait pas que son père était avec elle cet après-midi. Le pauvre idiot. Il croit être le mâle alpha, mais il n'est qu'un pion. Il partage sa maîtresse avec son père et il ne le sait même pas. Ou pire, il le sait. Hugo, dis-je doucement. Oui, tu aimes ton père ? La question le déstabilise. Bien sûr, c'est mon père. Il est impressionnant. Pourquoi ? Pour rien, je pensais juste à l'héritage, aux valeurs qu'il te transmet. Hugo sourit, soulagé que je ne parle pas de Julie. Papa a toujours tout fait pour la famille. Il a construit cet empire à partir de rien. Il a ses défauts, mais c'est un grand homme. Oui, dis-je en buvant mon monjouminceau. Un très grand homme. Un grand pervers, oui. Je regarde mon mari. Je ressens une pitié soudaine. Il est pathétique. Il est le produit d'une éducation toxique, d'une mère manipulatrice et d'un père narcissique. Il n'avait aucune chance. Mais moi, j'ai une chance. Et j'ai Léa, je protégerai ma fille de cette boue. Coûte que coûte. Je vais me coucher, dis-je. Déjà, je suis fatiguée. La journée chez le notaire m'a épuisée. Je monte. Je ne vais pas dans notre chambre. Je vais dans la chambre de Léa. Je m'installe sur le petit lit d'appoint. Je la regarde dormir. Ne t'inquiète pas, ma puce, je murmure. Maman est là. Maman a les clés du château maintenant. Et bientôt, on chassera les dragons. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Je l'ouvre. Une photo. C'est une échographie. Légende. Il a le nez des Delaroche. Prépare la chambre. Maman. C'est Julie. Elle me nargue. Elle pense qu'elle a gagné parce qu'elle porte l'héritier. Elle pense que je suis la femme stérile et soumise qui va élever son bâtard pendant qu'elle profite de l'argent. Je réponds. La chambre est prête. Repose-toi bien. Tu en auras besoin. Je supprime le message. Je dors. Cette nuit-là, je ne rêve pas de monstres. Je rêve que je suis un architecte, comme Gérard, mais je ne construis pas de maison. Je construis des pièges. Et ils sont tous magnifiques. Février, le mois le plus court, mais le plus cruel. La neige est tombée sur Paris, recouvrant les toits d'ardoise d'un linceul blanc et silencieux. À 3 heures du matin, mon téléphone vibre sur la table de nuit. Ce n'est pas une sonnerie, c'est juste une vibration, comme un frisson. Je suis réveillée instantanément. Je sais ce que c'est. Hugo dort à côté de moi. Il a bu 2 verres de whisky hier soir pour se détendre. Je prends le téléphone. Un message de Julie. Les os ont rompu. Je vais à la clinique. Je secoue Hugo. Réveille-toi. C'est le moment. Il grogne, ouvre un œil, et la panique l'envahit immédiatement. Maintenant ? Mais c'est 3 semaines trop tôt. Les bébés ne connaissent pas ton calendrier. Hugo, lève-toi. Nous nous habillons dans le noir. L'ambiance est étrange. Ce n'est pas l'excitation joyeuse de la naissance de Léa, où nous avions ri nerveusement en oubliant le sac de maternité. C'est une opération militaire, froide, précise. J'appelle ma voisine pour qu'elle vienne surveiller Léa. Elle arrive en pyjama, les yeux ensommeillés. « Encore une urgence ?» demande-t-elle. « Oui, une urgence familiale.
Nous montons dans la Mercedes. Je conduis. Hugo est trop nerveux. Il tape frénétiquement des messages à sa mère. Nous filons vers Neuilly-sur-Seine, la clinique privée de la Muette. C'est là que les riches de Paris accouchent en toute discrétion. C'est là que l'on achète le silence avec des chèques à 5-0. Arrivé sur place, l'atmosphère est feutrée. Pas d'odeur d'hôpital. Ça sent le lys et l'argent. Une infirmière nous attend. Elle sait qui nous sommes. Ou plutôt, elle sait qui nous payons pour être. Madame Delaroche, suivez-moi. La patiente est en salle de travail. Elle me regarde, moi. Elle pense que je suis la mère porteuse ou la mère adoptive. Non, officiellement, je suis l'amie de la famille qui accompagne la jeune mère célibataire. Quel théâtre. Nous entrons dans la chambre. Julie est là. Elle est en sueur, échevelée, branchée à des moniteurs qui bipent régulièrement. La douleur la rend laide pour la première fois. Elle grimace. Elle hurle quand une contraction la déchire. Hugo reste planté près de la porte, pâle comme un linge. Il ne supporte pas la vue du sang, ni de la douleur. Moi, je m'approche. Je regarde cette fille qui a détruit ma vie. Je devrais la haïr. Je devrais vouloir qu'elle souffre. Mais en la voyant là, écartelée sur ce lit, je ne ressens qu'une immense pitié, et elle n'est qu'un vaisseau, un outil que la famille Delaroche utilise et qu'ils jetteront après usage. « Ça fait mal, crie-t-elle. Je veux la péridurale. »« C'est en cours, mademoiselle, » dit la sage-femme d'une voix douce. La porte s'ouvre à nouveau. Madame Delaroche et Gérard entrent. Ils sont habillés comme pour aller à l'opéra. Manteau de fourrure pour elle, cabane en cachemire pour lui. Gérard s'approche du lit. Il ignore son fils. Il ignore sa femme. Il va droit vers Julie. Il lui prend la main. « Courage, ma petite, c'est bientôt fini. Pense à l'avenir. » Julie serre la main de Gérard. Elle la serre si fort que ses jointures blanchissent. Elle le regarde avec une intensité qui me met mal à l'aise. Ce n'est pas le regard d'une employée vers son patron. C'est le regard d'une femme vers le père de son enfant. Hugo détourne les yeux. Madame Delaroche s'assoit sur un fauteuil dans le coin, sort un magazine et attend, comme si elle attendait chez le coiffeur. 4 heures passent. 4 heures de cris, de bips, de tension. Et puis, un cri strident, puissant, qui déchire l'air stérile de la chambre. Le bébé, et c'est là. C'est un garçon, annonce le médecin triomphant. Il soulève l'enfant. Il est rouge, gluant, furieux. Il est vivant. Gérard se lève d'un bond, oubliant sa canne. Hugo s'approche, fasciné et terrifié. Julie retombe sur les oreillers, épuisée, vidée. On pose l'enfant sur son ventre un instant, juste un instant, le temps de couper le cordon. Et qui coupe le cordon? Ce n'est pas Hugo, c'est Gérard. « Laisse-moi faire, dit-il en prenant les ciseaux des mains du médecin. C'est le patriarche qui accueille l'héritier. Hugo recule. Docile, Gérard coupe le lien de chair. Le geste est symbolique. Il sépare l'enfant de sa mère biologique pour l'annexer à la famille. Les infirmières emmènent le bébé pour le nettoyer. Gérard les suit. Hugo les suit. Madame Delaroche se lève, lisse sa jupe. Elle s'approche du lit de Julie. Elle ne la touche pas. Elle pose une enveloppe épaisse sur la table de nuit. « Repose-toi, tu as bien travaillé. » C'est tout. Pas de merci, pas de comment te sens-tu, juste tu as bien travaillé. Comme on parle à une jument qui vient de pouliner. Elle sort. Je reste seule avec Julie. La pièce est soudain très calme. Julie tourne la tête vers moi. Ses yeux sont cernés, remplis de larmes. Elle regarde l'enveloppe, puis elle me regarde. « Il est beau ?» demande-t-elle d'une voix cassée. « Il est en bonne santé, » je réponds. « Vous allez être gentil avec lui ?» Je m'approche du lit. Je me penche vers elle. Je serai une meilleure mère que toi, Julie. Parce que moi, je ne vends pas mes enfants. Elle ferme les yeux. Une larme coule sur sa tempe. Je n'avais pas le choix, murmure-t-elle. On a toujours le choix. Tu as choisi la facilité. Maintenant, dors. Demain, tu signes les papiers et tu disparais. Je sors. Je rejoins la meute dans le couloir. Ils sont devant la vitre de la nurserie. Ils regardent le berceau en plexiglas où dort le nouveau-né. Théodore, dit Gérard. Il s'appellera Théodore. Don de Dieu. C'est un nom puissant, approuve Madame Delaroche. Hugo sourit bêtement. Théo, c'est mignon. Théodore, corrige Gérard sèchement. Pas de diminutif, c'est un Delaroche. Je me tiens en retrait, je les observe, ils sont en extase. Ils ont leur trophée. Ils ont oublié que je suis là. Ils ont oublié que c'est moi qui ai payé pour ce silence. Ils ont oublié que c'est moi qui détiens l'acte de propriété de leur maison. Profitez, je pense. Profitez de votre moment de gloire, car c'est le dernier. Le lendemain, le cirque continue. Julie signe la renonciation à ses droits parentaux. Elle ne voit pas l'enfant. On lui dit que c'est mieux ainsi, pour ne pas créer de lien. Elle quitte la clinique par la porte de derrière.
avec son chèque et son ventre vide. Nous rentrons à Vincennes avec Théodore. La maison a été transformée. Madame Delaroche a fait installer une nurserie dans la chambre d'amis du premier étage, à côté de notre chambre. Je vais rester quelques semaines, annonce-t-elle en posant ses valises dans le hall, pour vous aider. Un garçon, c'est plus fragile qu'une fille. Il faut une main experte. Elle sous-entend que ma main n'est pas experte, que j'ai raté mon accouchement précédent. Je ne proteste pas. Faites comme chez vous, maman, dis-je, et elle le fait. Dès le premier soir, je suis écartée. C'est l'heure du biberon. Je m'approche pour prendre le bébé. Laisse, dit Madame Delaroche. Je vais le faire. Tu es fatiguée, Amélie. Va te reposer. Je ne suis pas fatiguée. C'est mon fils, non? Sur le papier. Oui. Mais ne jouons pas la comédie entre nous. Tu n'as pas de lait. Tu n'as pas de lien biologique. Laisse faire sa grand-mère. Hugo est assis sur le canapé. Il regarde la télé. Il ne dit rien. Il laisse sa mère m'insulter dans ma propre maison. Je recule. Très bien. Je monte à l'étage. Je vais voir Léa. Elle dort paisiblement. Elle est la seule qui m'appartient vraiment ici. Mais je ne reste pas dans sa chambre. Je vais dans la salle de bain. Je sors le kit que j'ai acheté sur Internet. Un kit de test ADN de paternité. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de la preuve scientifique. Je redescends. Madame Delaroche est dans la cuisine, elle prépare un biberon. Le bébé est dans son berceau au salon. Gérard est reparti à Lyon pour affaires, ou pour éviter de changer les couches. Hugo est sous la douche, c'est le moment. Je m'approche du berceau. Théodore dort. Il est minuscule, il a des cheveux noirs, très fournis, comme Hugo, mais aussi comme Gérard, et comme Julie. Je sors le coton-tige stérile de ma poche. Je frotte doucement l'intérieur de sa joue. Il grogne un peu, mais ne se réveille pas. Je remets le coton-tige dans le tube en plastique. Je le scelle. Maintenant, il me faut le père. Où les pères? Je vais dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Celle que Gérard utilise quand il est là. Je cherche. Je trouve un peigne oublié dans un tiroir. Il y a des cheveux gris argentés coincés dedans. Je les prends avec une pince à épiler. Je les mets dans un petit sachet. Puis je monte à l'étage. Hugo est sorti de la douche. Il se brosse les dents. « Tu peux me passer ta brosse à cheveux ?» Je demande innocemment. Je ne trouve pas la mienne. Il me tend sa brosse sans réfléchir. Je prélève une touffe de cheveux. Merci. J'ai tout, l'ADN de l'enfant, l'ADN du père officiel, l'ADN du grand-père suspect. Demain, j'envoie tout au laboratoire. Les jours suivants sont un enfer feutré. Je suis devenue une étrangère dans ma maison. Madame Delaroche a pris le contrôle total de Théodore. Elle a engagé une infirmière de nuit, une femme sévère qui me regarde de haut. Je n'ai pas le droit de porter le bébé. Il vient de manger. Il va régurgiter. Il dort, ne le réveille pas. Il a besoin de calme, Amélie, tu es trop nerveuse. Je suis exclue, gommée, effacée. Hugo est ravi, il a son fils et il n'a pas à s'en occuper. Sa mère gère tout. Il recommence à sortir. Des déjeuners d'affaires. Je sais qu'il ne voit plus Julie. Elle est partie. Mais il a retrouvé sa liberté de célibataire. Il pense que tout est réglé. Il pense que j'ai accepté mon sort, être la femme trophée, qui sourit sur les photos de Fanny et qui s'efface le reste du temps. Une semaine passe. Les résultats arrivent par courrier. Je guette le facteur tous les matins. Ce mardi-là, l'enveloppe est là. Là. Blanche, anonyme, je la prends. Je monte dans ma chambre, je m'enferme à clé, mes mains tremblent en déchirant le papier. Je sors le rapport. Il y a des colonnes de chiffres, des graphiques complexes. Je vais à la conclusion. Sujet A, enfant, versus sujet B, Hugo Delaroche. Probabilité de paternité, 0%. Mon cœur s'arrête. Hugo n'est pas le père. Je lis la suite. Sujet A, enfant, versus sujet C, Gérard Delaroche. Probabilité de paternité, 39%. Je lâche la feuille. Elle tombe sur le parquet comme une plume de plomb. C'est confirmé. C'est pire que ce que je pensais. Hugo n'a pas seulement trompé sa femme. Il a été trompé par son père et sa maîtresse. Il croit que Théodore est son fils, mais Théodore est son demi-frère. Gérard a mis enceinte la maîtresse de son fils. Et Madame Delaroche, elle sait? Bien sûr qu'elle sait. C'est pour ça qu'elle est si protectrice. C'est l'enfant de son mari. C'est le bâtard de son mari qu'elle fait élever par son fils cocu et sa belle-fille stérile. C'est une tragédie grecque, c'est monstrueux. Je ramasse le papier. Je le regarde. Ce n'est plus une feuille de papier. C'est une bombe nucléaire, et j'ai le doigt sur le bouton rouge. On frappe à la porte. Amélie, c'est Hugo. Maman demande si tu as pu appeler le traiteur pour le baptême. Le baptême. La consécration de l'héritier. J'ouvre la porte. Je cache le rapport derrière mon dos. Je regarde mon mari, cet homme faible, vaniteux, stupide. Je ne ressens plus aucune colère, juste une pitié infinie. Non, Hugo, je n'ai pas appelé.
Mais il faut le faire, le baptême est dans 2 semaines. Ne t'inquiète pas, dis-je avec un sourire étrange. Je m'occupe de tout. Ce sera un baptême inoubliable. Hugo fronce les sourcils. Il sent quelque chose. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Je vais très bien, Hugo. Je n'ai jamais été aussi lucide. Je le contourne. Je descends les escaliers. Madame de la Roche est au salon berçant Théodore. Ah, Amélie, enfin, il faut choisir les dragées. Je la regarde, cette vieille femme en tailleur Chanel qui tient dans ses bras la preuve vivante de l'infidélité de son mari et qui l'appelle petite-fils. Quelle force de déni, quelle perversité. Maman, dis-je doucement. Elle lève la tête. Oui, je pensais inviter beaucoup de monde au baptême. Tous les amis de Gérard, tous tes amis du Rotary Club, tous les associés d'Hugo. Elle sourit, ravie. Excellente idée. Il faut montrer l'héritier au monde. Il faut officialiser sa place. Oui, dis-je, il faut tout officialiser. Je vais préparer les invitations. Je vais dans mon bureau, j'allume mon ordinateur. Je ne prépare pas des invitations. Je prépare un dossier PowerPoint, avec les photos du carnet de Julie, avec les enregistrements audio de leur conversation, et avec, en dernière diapositive, le scan du test ADN. Le jour du baptême, je ne servirai pas seulement du champagne et des draguets. Je servirai la vérité. Et elle sera glacée. La scène est prête, les acteurs sont en place. Le public est invité. Il ne manque plus que l'exécution. Le dimanche du baptême, le ciel est d'un bleu insolent, un bleu pur sans nuages, comme si Dieu lui-même avait décidé d'éclairer la scène du crime. La maison de Vincennes bourdonne dès l'aube. Les traiteurs s'activent en cuisine. Des pyramides de macarons pastels s'élèvent sur les tables. Des magnums de champagne Roederer sont mis au frais dans des seaux en argent. Tout doit être parfait. C'est la consécration de Théodore de la Roche, l'héritier tant attendu. Je suis dans ma chambre, devant ma coiffeuse. Je me maquille avec une précision chirurgicale. Fond de teint pour cacher la fatigue. Rouge à lèvres carmin pour dessiner un sourire qui ne tremblera pas. Je porte une robe blanche, simple, élégante, la robe de la mère dévouée, la robe de la victime sacrificielle. Hugo entre dans la chambre. Il est beau dans son costume 3 pièces bleu nuit, mais il est nerveux. Il ajuste sa cravate pour la 10e fois. « Tu es prête ?» demande-t-il. Les premiers invités vont arriver à l'église. Je me tourne vers lui. « Je suis prête, Hugo, plus que tu ne le crois. » Il ne relève pas l'ambiguïté de ma phrase. Il est trop occupé à jouer son rôle de père fier. Il ne sait pas qu'il n'est que l'oncle. Il ne sait pas qu'il s'apprête à baptiser son propre frère. Nous descendons. Madame de la Roche est là, tenant le bébé habillé d'une longue robe de baptême en dentelle ancienne. « C'est la dentelle de ton arrière-grand-mère, dit-elle à l'enfant qui dort. Gérard est là aussi, rayonnant, impérial. Il pose une main possessive sur la tête du bébé. Il a la tête des Delaroche, dit-il. J'ai envie de rire. Oui, il a exactement la tête du Delaroche qu'il a conçu. Nous partons pour l'église Saint-Louis. La cérémonie est une farce grotesque. Le prêtre parle de pureté, de lumière, de vérité. Renoncez-vous à Satan ? demande-t-il. Je renonce, répondent Hugo et moi en chœur. Je renonce à Satan, oui. Mais Satan est debout juste derrière moi, portant un costume Armani et une canne à pommeau d'argent. L'eau bénite coule sur le front de Théodore. Il pleure. Il a raison de pleurer. Il entre dans une famille maudite. Après l'église, le cortège retourne à la maison. Il y a 50 invités. La crème de la bourgeoisie de Vincennes, des collègues d'Hugo à la banque, des associés de Gérard au cabinet d'architecture, des amis de bridge de Madame de la Roche. Le maire adjoint est là. Le notaire, maître Valmont, est là aussi. Il me fait un petit signe de tête complice et inquiet. Il sait que la maison est à moi, mais il ne sait pas ce que je compte en faire. La réception commence dans le grand salon qui s'ouvre sur le jardin. Le champagne coule à flots. Les rires fusent, un cristallin, artificiel. Quel beau bébé! Il ressemble tellement à son père. Hugo, tu as bien travaillé. Les félicitations sont des poignards. Chaque compliment sur la ressemblance physique est une insulte à l'intelligence d'Hugo, qui sourit bêtement en acceptant les tapes dans le dos. Gérard parade. Il raconte à qui veut l'entendre comment il a supervisé la grossesse, comment il a veillé au grain. Il ne peut pas s'empêcher de revendiquer la paternité, même de manière voilée. Son ego est trop gros pour le secret. Vers 14 heures, c'est l'heure des discours. Gérard prend la parole en premier. Il lève sa coupe. Mes amis, la famille est sur le socle de notre société. Aujourd'hui, nous célébrons la continuité, la pérennité du nom de la Roche. Je suis fière de mon fils Hugo et de ma belle-fille Amélie qui nous ont donné ce trésor. Applaudissements polis. Madame de la Roche sourit, hiératique. Hugo dit quelques mots maladroits sur le bonheur d'être père. Puis, le silence retombe. C'est mon tour. Je m'avance vers le micro qui a été installé près du grand écran plat,
habituellement utilisé pour les matchs de football, mais aujourd'hui connecté à mon ordinateur portable. Je tiens une télécommande dans ma main moite. Merci à tous d'être venus, commence-je. Ma voix est amplifiée par les enceintes. C'est une journée particulière, une journée de vérité. Les invités sourient. Ils s'attendent à un hommage larmoyant. Hugo me regarde avec amour. Il pense que je vais déclarer ma flamme à notre famille retrouvée. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, continuai-je. Mais dans cette famille, nous avons appris qu'il faut parfois plus que 2 parents pour le concevoir. Quelques rires nerveux. J'ai préparé une petite rétrospective pour que Théodore, quand il sera grand, sache exactement d'où il vient et combien il a été désiré. J'appuie sur le bouton de la télécommande. L'écran s'allume. Diapositive 1. Une photo de mariage d'Hugo et moi. Il y a 3 ans, j'ai épousé cet homme. Je croyais épouser l'honnêteté. Diapositive 2. Une photo de Léa, ma fille. Puis nous avons eu Léa. Mais Léa n'était pas suffisante. C'était une fille. Et chez les Delaroche, les filles ne comptent pas. Il fallait un héritier. Un mâle. Le silence dans la salle devient un peu plus lourd. Les sourires se figent. Madame Delaroche fronce les sourcils. Elle sent le danger. Malheureusement, mon corps était brisé. Alors, ma belle-mère, ici présente, a pris les choses en main. Elle a cherché une solution pragmatique. Diapositive 3. La photo de la page de l'agenda de Julie. La date, le rendez-vous Madame D. La note cible H. Un murmure parcourt l'assemblée. Qu'est-ce que c'est ? Demande quelqu'un. Ceci est l'agenda de Julie, notre ancienne nounou, celle qui a porté Théodore. Vous voyez, Julie n'a pas été embauchée pour garder Léa. Elle a été embauchée pour coucher avec mon mari. Hugo devient blanc comme un linge. Amélie, arrête ça, siffle-t-il. Laisse-moi finir, chérie. Les invités veulent savoir. J'appuie encore. Diapositive 4, les reçus de pharmacie, les inducteurs d'ovulation. Tout était planifié. Une mère porteuse low cost, déguisée en nounou, payée par la grand-mère pour séduire le père. Les murmures deviennent des exclamations choquées. Gérard s'avance, menaçant. Coupez ce micro. Elle est folle. Elle fait une dépression. N'approchez pas, Gérard, dis-je calmement, où je diffuse la vidéo de surveillance de la salle de bain. Il s'arrête net. La peur dans ses yeux est délicieuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, reprends-je, parce que voyez-vous, Hugo a fait de son mieux. Il a trompé sa femme, il a couché avec la nounou, comme maman l'avait demandé. Je me tourne vers Hugo. Mais Hugo, tu n'es pas très performant, n'est-ce pas ? Diapositive 5. La photo de Gérard et Julie sortant du taxi, rue des Amandiers. Le bras dessus, bras dessous. Le baiser dans le cou. La sale hoquette d'horreur. C'est indéniable, c'est sordide. Il s'est avéré que le patriarche, Gérard Delaroche, voulait s'assurer personnellement de la qualité du travail. Il a donc participé à l'effort de guerre. Hugo regarde l'écran. Il regarde son père. Sa bouche s'ouvre et se ferme, comme celle d'un poisson hors de l'eau. « Papa » balbutie-t-il. « C'est quoi ça ?» Gérard est rouge écarlate. Les veines de son cou saillent. Madame Delaroche est pétrifiée sur sa chaise, comme une statue de cire qui commence à fondre. Et la question s'est posée, continuai-je impitoyable. De qui est cet enfant ? De qui est l'héritier, tant désiré ? J'appuie sur le bouton final. Diapositive 6. Le rapport ADN grossit. Surligné en jaune fluo. Hugo Delaroche, 0%. Gérard Delaroche, 99,99%. Le silence explose. C'est un silence assourdissant. Puis, le chaos. Mon Dieu, crie une tante. C'est monstrueux. Hugo s'effondre. Littéralement, ses jambes se dérobent sous lui. Il tombe à genoux sur le tapis persan. Il regarde ses mains. Il regarde le bébé dans son berceau, à quelques mètres. Ce n'est pas son fils, c'est son frère. Son père a couché avec sa maîtresse. Son père lui a fait croire qu'il était père, alors qu'il n'était qu'un cocu, un double cocu. Par sa femme, qui a pris le pouvoir, et par son père, qui a pris sa virilité. Gérard essaie de sauver la face. Il hurle « C'est faux, c'est un montage, je vais te tuer, salope !» Il lève sa canne vers moi. Mes 2 hommes s'interposent en liaison. 2 collègues de clé d'Hugo. Ils le regardent avec dégoût. On ne frappe pas une femme qui vient de révéler une telle vérité. « Sortez de chez moi, dis-je. J'y étais moi. » Ma voix n'est plus amplifiée, mais elle porte dans le silence de mort. Gérard ricane, hystérique. « Chez toi ? C'est ma maison. Je l'ai construite. Je l'ai payée. » Je sors l'acte notarié de mon sac. Je le tends vers Maître Valmont. « Maître, pouvez-vous confirmer à Monsieur Delaroche à qui appartient cette propriété depuis le 15 novembre dernier ?»
Le notaire s'éclaircit la gorge. Il est gêné, mais il doit respecter la loi. La propriété a été intégralement cédée à Madame Amélie Lefebvre, épouse de La Roche, par acte de donation entre vifs. Elle est l'unique propriétaire. Gérard se tourne vers Hugo, qui est toujours à genoux. Tu as fait quoi? Tu lui as donné ma maison? Hugo lève les yeux, remplis de larmes et de morve. Tu as baisé ma copine, papa? Tu as baisé la mère de mon fils? La tragédie vire au vaudeville glauque. Madame de La Roche se lève. Elle a vieilli de 20 ans en 10 minutes. Elle s'approche de moi. Amélie, pourquoi? Nous t'avions accueillie. Vous m'avez utilisée. Je la coupe sèchement. Vous m'avez traité comme un utérus défaillant. Vous m'avez humiliée. Vous avez comploté contre moi dans ma propre cuisine. Je montre le babyphone qui trône toujours sur la cheminée. J'ai tout entendu, belle maman. On récupérera tout plus tard. Vous vous souvenez? Elle recule, choquée par ma cruauté. Maintenant, dis-je en reprenant le micro, le spectacle est terminé. Je demande à la famille de La Roche de quitter les lieux, immédiatement. Vous ne pouvez pas, commence Gérard. Si je peux. Et si vous ne partez pas, j'appelle la police. J'ai aussi un dossier pour eux. Harcèlement sexuel sur employés vulnérables, détournement de mineurs. Julie avait 22 ans, mais elle était en situation de dépendance. Abus de confiance. Je bluffe un peu sur le juridique, mais Gérard ne peut pas prendre le risque. Sa réputation d'architecte serait anéantie. Il regarde autour de lui. Il voit les visages de ses amis, de ses associés. Il voit le jugement, le dégoût. Il a tout perdu. Son honneur, son fils, sa maison. Il crache par terre, aux pieds d'Hugo. « Tu n'es qu'un raté, dit-il à son fils, même pas capable de faire un gosse. Puis il se tourne vers sa femme. « Viens, Catherine, on s'en va. » Madame de La Roche hésite. Elle regarde le berceau où dort Théodore, l'enfant du péché, l'enfant de son mari. Elle ne peut pas l'emmener. Elle ne peut pas le laisser. Elle est déchirée. « Et l'enfant » demande-t-elle d'une voix faible. « L'enfant reste avec sa mère légale, dis-je. Moi, je déciderai de son sort plus tard. Tu ne vas pas lui faire de mal ? Je ne suis pas vous, madame. Je ne fais pas de mal aux innocents. » Ils sortent, sous les regards pesants des 50 invités. C'est une marche de la honte. Hugo se relève péniblement. Il me regarde, il a l'air d'un chien battu qui vient de se faire écraser par un camion. « Amélie, je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. » « Je sais que tu ne savais pas, Hugo. C'est ça le plus triste. Tu étais le dindon de la farce. Mais on peut recommencer ? Pardonne-moi. Ils m'ont manipulé. » Je le regarde avec une froideur polaire. « Recommencer ? Avec ton frère dans le berceau ? Avec le souvenir de ta maîtresse dans chaque pièce ? Non, Hugo. Prends tes affaires. Tu as 1 heure. Mais où je vais aller ? Va chez ta mère ou chez Julie. Je m'en fous. Mais tu ne restes pas ici. » Il pleure. Il pleure comme un enfant. Mais je ne ressens rien. Absolument rien. Les invités commencent à partir, gênés, silencieux. Personne ne finit son champagne. Personne ne touche aux macarons. La fête est gâchée, mais la vérité est sauve. 1 heure et plus tard, la maison est vide. Les traiteurs ont remballé en vitesse, terrifiés par l'ambiance. Je suis seule dans le grand salon dévasté. Il reste des confettis par terre, il reste l'écran qui affiche toujours le rapport d'ADN, et il reste le berceau. Théodore se réveille, il commence à pleurer, il a faim. Je m'approche du berceau, je le regarde, ce bébé n'a rien demandé. Il est le fruit de la luxure, de la trahison et de l'inceste. Il porte le sang de Gérard. Mais il est là, seul au monde. Sa mère biologique l'a vendu. Son père biologique est un monstre. Son père supposé est un lâche. Il n'a que moi. Moi, la femme qui a détruit sa famille le jour de son baptême. Je le prends dans mes bras. Il est chaud. Il sent le lait et le savon. Il se calme instantanément contre moi. Chut, je murmure. C'est fini, Théodore. Les méchants sont partis. Je m'assois dans le fauteuil, crapaud de ma belle-mère. Je suis la reine maintenant. Mais le château est vide et froid. Soudain, j'entends des pas à l'étage. C'est Léa. Elle s'est réveillée de sa sieste. Elle descend les escaliers en frottant ses petits yeux. « Maman, pourquoi il y a du bruit ?» Elle voit le désordre. Elle me voit avec le bébé. « C'est fini la fête ?» demande-t-elle. « Oui, ma chérie, la fête est finie. » Elle vient se blottir contre mes jambes. « Papa est où ?» Je caresse ses cheveux doux. Comment expliquer à une enfant de 3 ans que son père est parti parce qu'il n'était pas assez homme pour protéger sa famille ? Papa est parti en voyage, je mens. Un long voyage. Et papy et mamie, eux aussi. On est toutes seules, je regarde par la bâtisse vitrée. Le soleil commence à descendre sur le jardin. Les ombres s'allongent. Les ombres du foyer ont disparu, chassées par la lumière crue de la vérité. Mais une nouvelle ombre s'installe. Celle de la solitude. Non, on n'est pas seul.
dis-je en serrant mes 2 enfants, la mienne et celui du destin, contre moi. On est libre. Mais au fond de moi, une question persiste. Une question qui me brûle les lèvres. J'ai gagné la guerre, j'ai la maison, j'ai l'argent, j'ai les enfants. Mais à quel prix? Je regarde mon reflet dans la vitre sombre. Je ne vois plus Amélie. Je vois une étrangère, une femme dure, une femme capable de tout, une femme qui ressemble étrangement à ma belle-mère. J'ai vaincu le monstre, en devenant moi-même un monstre. Est-ce que cela, la justice? Le téléphone sonne, je ne réponds pas. Je laisse sonner. Dans le silence qui suit, je prends une décision. Je ne deviendrai pas comme eux. Je ne garderai pas cette maison maudite. Je la vendrai. Je vendrai chaque pierre, chaque meuble, chaque souvenir de cette famille pourrie. Et avec l'argent, je partirai. Loin de Vincennes, loin de Paris, loin des Delaroche, je recommencerai ailleurs, une vie sans mensonge, une vie où la valeur d'une femme ne se mesure pas à son utérus. Je me lève. Je pose Théodore dans son couffin. Je prends la main de Léa. « Viens, dis-je, on va faire les valises. » Pour aller où? Vers la lumière. Je sors du salon. Je laisse derrière moi les ruines de mon ancienne vie. Et pour la première fois depuis des mois, je respire. Vraiment. Les jours qui suivent le baptême ressemblent à un lendemain de guerre nucléaire. Le silence s'est retombé sur la maison de Vincennes. Mais ce n'est plus le silence de l'attente, c'est le silence des ruines. J'ai fait changer les serrures dès le lundi matin. Le serrurier, un homme robuste et taciturne, n'a posé aucune question. Il a vu mon visage. Il a vu les cernes sous mes yeux et la détermination dans ma mâchoire. Il a compris qu'il ne fallait pas discuter. « C'est du solide, madame », a-t-il dit en me tendant les nouvelles clés. Même un bélier ne passerait pas. J'ai pris les clés. Elles étaient froides et lourdes dans ma main. Les clés de ma prison devenue forteresse. Gérard n'a pas tardé à réagir. Il n'est pas homme à se laisser dépouiller sans combattre. Le mardi, un huissier de justice a sonné à la grille. Un homme gris, dans un costume gris, avec une mallette grise. Il m'a tendu une assignation en référé. Gérard Delaroche conteste la donation. Il m'accuse d'abus de faiblesse sur son fils. Il prétend que Hugo était sous l'emprise de médicaments ou d'une dépression momentanée lorsqu'il a signé l'acte de cession. Il demande l'annulation de l'acte. Il demande mon expulsion immédiate. Il demande la garde de Théodore, son petit-fils. Je lis le document dans la cuisine en buvant un café noir. Les termes juridiques sont violents. Manipulation, dol, captation d'héritage. Ils essayent de me peindre en prédatrice. Moi, la femme qu'ils ont traitée comme une vache laitière. Je ne panique pas. J'ai prévu cela. Je prends mon téléphone et j'appelle Maître Arnaud. Ce n'est pas le notaire de famille, Maître Valmont. Non. Maître Arnaud est un avocat pénaliste. Un requin, comme on dit dans le milieu. Je l'ai trouvé sur Internet. Spécialiste des divorces contentieux et des affaires sordides. Il arrive 1 heure plus tard. Il porte un blouson en cuir et conduit une moto. Il n'a rien du bourgeois de Vincennes. Il s'assoit dans mon salon, lit l'assignation et éclate de rire. « Ils sont mignons, dit-il. Ils essayent de jouer la carte de la victime. Ils ont de l'argent, maître, dis-je. Beaucoup d'argent. Et des relations. Maître Arnaud me regarde. Il a des yeux de prédateur, intelligent et sans pitié. L'argent, c'est bien, mais le scandale, c'est mieux. Il sort son dictaphone. Faites-moi écouter ce que vous avez. Je lui fais écouter les enregistrements. La conversation de la mère et du fils. On récupérera tout plus tard. Les bruits dans la salle de bain. Et surtout, je lui montre le rapport ADN. Le visage de l'avocat change. Il devient sérieux. Grave. C'est explosif, murmure-t-il. Le grand-père est le père. L'inceste fonctionnel. L'abus de pouvoir sur une employée subalterne. Il se lève et marche dans la pièce. Madame Delaroche, nous n'allons pas aller au tribunal pour nous défendre. Non, non, nous allons attaquer. Nous allons les menacer de tout rendre public. Pas seulement aux amis du baptême, à la presse, aux ordres professionnels. L'ordre des architectes serait ravi d'apprendre que leur doyen couche avec ses domestiques et vole la paternité de son fils. Il sourit. C'est ce qu'on appelle l'option nucléaire. Faites-le, dis-je. Appuyez sur le bouton. La contre-attaque et les centres-attaques est lancée. Pendant que les avocats s'échangent des missiles de papier, je commence le nettoyage. Je ne parle pas de balayer le sol, je parle d'effacer les Delaroche de cette maison. Je commence par le bureau de Gérard. Il avait gardé une pièce ici, son antre, rempli de ses trophées, de ses maquettes, de ses livres d'art. Je prends des cartons. Je jette tout. Les livres rares, dans des cartons pour Emmaüs. Les maquettes de ses projets primés, à la poubelle, les photos de lui serrant la main de ministre, je les déchire. C'est un travail physique, épuisant, je transpire, je me casse un ongle. Mais c'est thérapeutique, chaque objet qui quitte cette maison est un morceau de leur âme noire que j'arrache de mes murs. Le soir, Hugo vient. Il ne sonne pas,
Il reste devant la grille, sous la pluie. Je le vois sur l'écran de l'interphone. Il a l'air d'un clochard. Son manteau est froissé. Il n'est pas rasé. Il tient une bouteille à la main. Je pourrais ne pas répondre. Mais une partie de moi veut voir. Je veux voir ce qu'il reste de l'homme que j'ai aimé. J'appuie sur le bouton du micro. « Qu'est-ce que tu veux, Hugo ?» Il sursaute. Il s'approche de la caméra. Son visage est déformé par le grand angle, fantomatique en noir et blanc. « Amélie, ouvre-moi, s'il te plaît. Il fait froid. »« Tu as un appartement, Hugo. Ta mère a des appartements dans tout Paris. »« Je ne peux pas aller chez elle, » gémit-il. « Elle me crie dessus tout le temps. Elle dit que c'est de ma faute, que j'ai été faible. » Elle a raison. Tu as été faible. Et papa ne me parle plus. Il me regarde comme si j'étais une merde. Il pleure. Amélie, je n'ai plus personne. Tu es ma femme. Ouvre-moi. On peut discuter. Je te jure que je ferai tout ce que tu veux. Tu n'es plus mon mari, Hugo. Tu es l'homme qui a voulu me faire élever son frère. Arrête avec ça. C'est une erreur génétique. C'est tout. Je l'aimerai quand même. C'est un Delaroche. Il ne comprend toujours pas. Il est tellement matrixé par sa famille que pour lui, le sang Delaroche justifie tout. Même l'abomination. Rentre chez toi, Hugo. Cette maison n'est plus à toi. C'est ma maison d'enfance, hurle-t-il soudain, frappant les barreaux de la grille. J'ai grandi ici. Tu n'as pas le droit. Tu es une voleuse. Je coupe l'interphone, je le regarde s'agiter sur l'écran, muet comme un poisson dans un bocal. Il frappe, il donne des coups de pied. Puis il s'effondre sur le trottoir, recroquevillé sous la pluie. C'est pathétique, je ne ressens aucune satisfaction, juste un vide immense. J'éteins l'écran. Je retourne vers le berceau où dort Théodore. Lui, au moins, ne sait pas encore qui il est. Le lendemain, maître Arnaud m'appelle. Sa voix est triomphante. Ils ont plié. Déjà ? Gérard Delaroche tient à sa Légion d'honneur plus qu'à sa maison. Quand il a vu le dossier de presse que j'avais préparé, il a fait une crise d'hypertension. L'avocat rit sèchement. Ils retirent leur plainte. Ils acceptent la donation. Ils renoncent à toute revendication sur la maison et sur l'enfant. Et en échange, vous signez un accord de confidentialité. Vous ne parlez jamais à la presse. Vous détruisez les enregistrements originaux, après en avoir gardé une copie chez moi. Bien sûr, son chiant, bien sûr. C'est tout, c'est tout. Ah, et il demande un droit de visite pour Madame Delaroche, pour voir l'enfant. Je réfléchis. Refuser serait cruel pour l'enfant ? Non. Laisser cette femme approcher Théodore serait cruel pour l'enfant. Non, dis-je, pas de droit de visite. Coupure totale. S'ils veulent voir l'enfant, ils devront expliquer à un juge pourquoi le grand-père est le père biologique. Bien reçu, dit Arnaud. Je leur transmets. Ils n'insisteront pas. Je raccroche. C'est fini. La maison est officiellement, définitivement à moi. Mais maintenant que je l'ai, je me rends compte que je n'en veux pas. Les murs suintent le mensonge. Chaque pièce me rappelle une humiliation. La salle de bain du haut à haut. La salle de bain du bas. La cuisine où ma belle-mère a planifié mon remplacement. Je ne peux pas élever Léa et Théodore ici. Je prends une décision immédiate. J'appelle une agence immobilière de luxe. Je veux vendre, tout de suite. L'agent arrive l'après-midi même. Une femme élégante qui flaire la bonne affaire. Une maison de maître à Vincennes, libre de suite, c'est de l'or en barre. Elle est magnifique, dit-elle en visitant le salon. Un peu vide. Je vends vide, dis-je. Et le prix ? Je veux que ça parte vite. Mettez-la en dessous du prix du marché. Je veux du cash et je veux signer avant la fin du mois. Elle écarquille les yeux. Mais madame, vous pourriez en tirer beaucoup plus si vous attendiez. Je ne veux pas attendre. Je veux partir. Elle comprend. Elle a dû voir beaucoup de divorces, beaucoup de drames. Elle hoche la tête. Très bien, je la mets en vente privée dès ce soir. À ce prix-là, elle sera vendue demain. Elle a raison. Le lendemain, un couple de jeunes entrepreneurs visite. Ils adorent. Ils ne sentent pas les fantômes. Ils ne voient que les moulures, le parquet, le jardin. Ils font une offre au prix. Je signe. En 48 heures, j'ai liquidé 60 ans d'histoire des Delaroche. Il reste une dernière chose à régler. Les meubles. Je ne veux rien emporter. Rien. Pas même les lits. J'appelle une société de vide-maison. Prenez tout. Vendez ce que vous pouvez. Jetez le reste. Tout, madame ? Même l'argenterie ? Même les tableaux ? Tout. Je ne garde que mes vêtements et les jouets des enfants. Le jour du déménagement est surréaliste. Des hommes en bleu de travail emportent la table en acajou où nous avons dîné ce fameux soir de la fête de la lune. Ils emportent entre le canapé où Hugo a pleuré. Ils emportent le lit conjugal où j'ai dormi seule tant de nuits. La maison se vide. Elle devient une coquille creuse. Et à mesure qu'elle se vide, je sens un poids s'envoler de mes épaules. Je respire mieux.
Mon asthme, qui m'oppressait depuis des mois, disparaît comme par magie. Je suis dans le jardin, regardant les derniers cartons partir, quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je décroche. Allô? Amélie? La voix est hésitante, faible. Je reconnais cette voix. Julie. Qu'est-ce que tu veux, Julie? J'ai appris. Pour le baptême. Les nouvelles vont vite. Hugo a dû lui dire, ou peut-être Gérard. Et alors? Est-ce que c'est vrai que Gérard est le père? Elle pose la question ingénument. Je suis stupéfaite. Tu ne savais pas? Non, je vous jure, je couchais avec les deux, mais Gérard prenait des précautions. Enfin, je croyais. Et Hugo aussi, parfois. Elle pleure. C'est dégueulasse, Amélie. J'ai l'impression d'être un monstre. Tu as participé à la création du monstre, Julie. Tu ne peux pas te plaindre maintenant. Et le bébé, Théodore? Il va bien. Est-ce que je peux le voir? Juste une fois? Je sens une pointe de pitié, mais je l'écrase. Non, Julie. Tu as signé un papier. Tu as pris l'argent. J'ai tout dépensé, avoue-t-elle. Gérard ne me répond plus. Je n'ai plus rien. Bien sûr. Elle pensait être la maîtresse attitrée, entretenue à vie. Elle n'a été qu'un Kleenex. Je ne peux rien pour toi, Julie. Refais ta vie. Loin d'ici. Et ne nous contacte plus jamais. Je raccroche. Je bloque le numéro. C'est cruel, peut-être. Mais pour protéger mes enfants, je dois couper toutes les branches pourries. Julie en est une, Hugo en est une, Gérard en est la racine. Je retourne dans le salon vide, il ne reste rien. Juste la poussière qui danse dans les rayons du soleil. Léa court sur le parquet, ravie de l'écho que font ses pas. « Maman, on entend tout !» crie-t-elle. « Oui, ma chérie, la maison est vide. On va où maintenant ?» J'ai loué un appartement dans le 15e arrondissement, un appartement moderne, lumineux, sans histoire. Un appartement neutre, c'est là que nous allons commencer notre nouvelle vie. Je prends mes valises, je prends le couffin de Théodore, je prends la main de Léa, je sors de la maison, je ne me retourne pas. Je ferme la porte à clé pour la dernière fois. Je laisse les clés dans la boîte aux lettres pour les nouveaux propriétaires. Je monte dans la Mercedes, la seule chose que j'ai gardée, car j'ai besoin d'une voiture fiable pour les enfants, et c'est ma petite revanche de conduire le symbole de virilité d'Hugo. Je démarre. Je passe devant la grille, il n'y a personne, pas d'Hugo, pas de Gérard. Ils sont retournés dans l'ombre, je conduis vers Paris. Le périphérique est bouché, mais je m'en fiche. J'ai tout mon temps, j'ai toute la vie. Soudain, mon téléphone sonne encore. C'est un message de Hugo. Je ne devrais pas regarder, mais je regarde, c'est une photo. Une photo de lui, assis sur un banc public. Il a l'air vieilli de 10 ans. Le message dit « Je suis désolé, je t'aimais vraiment, à ma façon tordue. Prends soin de mon frère. Mon frère, il l'a enfin admis. Il a accepté la réalité. C'est sa façon de dire adieu. J'efface le message. Je ne réponds pas. Le pardon est un luxe que je ne peux pas encore me permettre. Peut-être un jour. Dans 10 ans. Quand Théodore sera grand et qu'il posera des questions. Pour l'instant, je dois conduire. Je regarde dans le rétroviseur. Théodore dort. Léa regarde le paysage défiler. Ils sont ma seule réalité. Je suis une mère célibataire avec 2 enfants de pères différents, dont un qui est le grand-père de l'autre, sans mari, sans belle famille. La société va me juger. On dira que je suis une divorcée avide, que j'ai plumé mon mari. On ne saura jamais la vérité. Sauf moi. Et c'est suffisant. Je souris. Un vrai sourire cette fois. Pas un sourire de prédatrice. Un sourire de survivante. Je mets la radio. Une chanson de Stromae passe. Papa où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Je change de station. Pas de papa aujourd'hui. Juste maman. Maman est là. Et maman est un roc. La voiture s'engage sur les quais de Seine. Le soleil se couche sur la tour Eiffel. C'est beau. C'est Paris. C'est ma ville. Et c'est ici que commence le premier jour du reste de ma vie. 5 ans. C'est le temps qu'il faut pour que toutes les cellules du corps humain se renouvellent. Littéralement, je ne suis plus la même femme qu'il y a 5 ans. Je n'ai plus la même peau. Je n'ai plus le même sang. Et je n'ai certainement plus le même cœur. Nous sommes à Paris, un dimanche après-midi d'octobre. Le jardin du Luxembourg essaie de baigner d'une lumière dorée. Cette lumière si particulière de l'automne parisien qui rend tout mélancolique et beau. Je suis assise sur une de ces chaises en métal vert, typique du parc. Je porte un manteau beige en cachemire, une écharpe en soie. Je ne ressemble plus à la jeune mère épuisée de Vincennes. Je ressemble à une femme accomplie. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. C'est ironique, n'est-ce pas? Moi qui ai failli tout perdre, j'aide maintenant les autres à protéger ce qui leur appartient. Je regarde vers le bassin central. 2 enfants font naviguer des petits voiliers en bois avec des bâtons. Léa a 8 ans maintenant. Elle est grande, élancée,
avec mes yeux et mon sourire. Elle a oublié Vincennes, elle a oublié les cris. Pour elle, sa vie a toujours été ici, dans cet appartement lumineux du 15e, avec moi. À côté d'elle, il y a Théodore, il a 5 ans. Il est beau comme un dieu, il a les cheveux noirs de jais, le teint mat, une énergie inépuisable. Il rit aux éclats en poussant son bateau. Maman, regarde, le mien va plus vite que celui de Léa. Il m'appelle maman. Il n'a jamais connu d'autre mère. Pour lui, je suis celle qui soigne les bobos, celle qui lit les histoires le soir, celle qui l'aime inconditionnellement. Il ne sait pas qu'il est le fruit d'un inceste moral. Il ne sait pas que son père biologique est son grand-père. Il ne sait pas que sa mère biologique l'a vendu pour 10 000 euros. Et il ne le saura jamais. C'est mon dernier secret. Le seul mensonge que je m'autorise, car c'est un mensonge d'amour. Je me lève pour aller leur acheter des gaufres au kiosque. En marchant dans l'allée gravillonnée, je sens un regard sur moi. C'est une sensation familière, un écho du passé. Je m'arrête. Je tourne la tête vers un banc, un peu en retrait, sous l'ombre des marronniers. Un homme est assis là. Il porte un imperméable un peu usé, des chaussures qui ont trop marché. Il a les cheveux gris, clairsemés. Il a l'air fatigué, vaincu. Il tient un sandwich triangle à la main, mais il ne mange pas. Il me regarde, il regarde les enfants. Je plisse les yeux. Mon cœur ne s'accélère pas. Mes mains ne tremblent pas. Je ressens juste une légère curiosité, comme quand on retrouve une vieille photo qu'on croyait perdue. C'est Hugo. Il a pris 20 ans en 5 ans. Il a perdu sa superbe. Il a perdu cette arrogance de fils de bonne famille qui le rendait si insupportable à la fin. Je pourrais partir. Je pourrais faire semblant de ne pas l'avoir vu. Mais je ne fuis plus. Je m'approche du banc. Il me voit venir. Il se redresse, tente de lisser son manteau, de retrouver un peu de dignité. « Bonjour Hugo », dis-je. Ma voix est calme, neutre. « Bonjour Amélie », répond-il. Sa voix est rauque, celle d'un homme qui fume trop et qui ne parle pas assez. « Tu as l'air en forme », dit-il. « Je vais bien. Et toi ?» Il hausse les épaules. Un geste lourd. Je survis. Je travaille dans une agence bancaire en banlieue, au guichet. Lui, l'ancien gestionnaire de grands comptes. Lui, l'héritier, au guichet. Et tes parents ? Je demande. Non par intérêt, mais pour boucler la boucle. Hugo grimace. Gérard est en maison de retraite. Il a fait un AVC l'année dernière. Il ne parle plus. Il bave toute la journée dans sa chaise roulante. La justice divine existe donc. Le patriarche tyrannique réduit au silence, prisonnier de son propre corps, comme il a voulu emprisonner les autres. Et ta mère ? Elle vit dans un petit 2 pièces. Elle est stégrie. Elle passe ses journées à dire du mal de toi. Elle dit que tu es une sorcière qui a jeté un sort à la famille. Je souris. C'est flatteur. Hugo regarde vers le bassin. Théodore court après un pigeon. Les yeux d'Hugo s'embuent. « C'est lui ?» demande-t-il. « Oui, c'est Théodore. Il est grand, il a 5 ans. Il me ressemble, tu ne trouves pas ? Il y a une note d'espoir désespérée dans sa voix. Il cherche une connexion. Il cherche une validation. Je le regarde droit dans les yeux. Je pourrais être gentil. Je pourrais lui mentir pour lui faire plaisir. Mais la vérité, c'est la seule chose qui nous a libérés. Non, Hugo, il ne te ressemble pas. Il encaisse le coup. Il ressemble à ton père, continuai-je implacable. Il a la même énergie, la même force. Mais j'espère qu'il n'aura jamais le même caractère. Je veille à ça tous les jours. Hugo baisse la tête. Est-ce que je peux lui parler ? Pour lui dire quoi ? Que je suis son père ? Tu n'es pas son père, Hugo, ni biologiquement, ni légalement, ni affectivement. Je suis son frère, alors ? Il rit, un rire jaune, amer. Tu imagines ? Bonjour petit, je suis ton frère papa. Non, dis-je fermement. Tu es un étranger. C'est dur, Amélie. La vie est dure, Hugo. Tu as fait des choix. Ou plutôt, tu as laissé les autres choisir pour toi. C'est le prix à payer. Il hoche la tête. Il sait que j'ai raison. Il regarde Théodore une dernière fois. Est-ce qu'il est heureux ? Très. Alors c'est l'essentiel. Il se lève. Il ramasse son sandwich. Je vais y aller. Je ne veux pas déranger. Il hésite. Il veut me dire quelque chose d'autre. Tu sais, Amélie, parfois je repense à cette nuit-là, l'orage. Julie dans la chambre. Si j'avais dit sortez. Si j'avais détourné les yeux. Est-ce que tout serait différent ? Je réfléchis un instant. Peut-être, dis-je. Mais le verre était déjà dans le fruit. Hugo, ta mère avait déjà tout planifié. Ton père était déjà à l'affût. Tu n'étais qu'un maillon faible dans une chaîne pourrie. Ça aurait craqué un jour ou l'autre. Tu m'aimais ? demande-t-il soudain. C'est la question qui le hante. Oui, je t'aimais. J'aimais l'idée que je me faisais de toi. J'aimais l'homme que tu aurais pu être si tu avais eu le courage de couper le cordon. Mais tu ne m'aimes plus. Non, je ne ressens plus rien. Ni amour, ni haine. Tu es juste
quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie. C'est la pire des sentences, l'indifférence. Il hoche la tête, les larmes aux yeux. Adieu Amélie, tu as gagné. Ce n'était pas un jeu, Hugo, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des survivants. Il se retourne et s'éloigne dans l'allée. Je le regarde partir. Sa silhouette se fond dans la foule des promeneurs parmi les étudiants rieurs et les touristes émerveillés. Il disparaît. Une ombre parmi les ombres. Je prends une grande inspiration. L'air est frais. Il sent les feuilles mortes et le sucre chaud des gaufres. Je me sens légère, incroyablement légère. Pendant des années, j'ai cru que ma valeur dépendait de mon rôle d'épouse, de ma capacité à être aimée par cette famille prestigieuse. J'ai cru que si je perdais ma place chez les Delaroche, je n'étais plus rien. Mais aujourd'hui, face à cet homme brisé, je comprends. Ils ne m'ont rien donné. Ils ont essayé de me prendre, et j'ai refusé de me laisser prendre. Maman, les gaufres. Théodore arrive en courant, Léa sur ses talons. Il m'entoure, il m'attrape les mains. Théodore a du chocolat au coin des lèvres. Je sors un mouchoir et je l'essuie doucement. « On y va, les monstres ?» dis-je en souriant. « On va où ?» demande Léa. « On va voir la Seine. J'ai envie de voir l'eau couler. » Nous sortons du jardin. Nous marchons vers les quais. Paris est semé magnifique. Les ponts de pierre enjambent le fleuve comme des bras protecteurs. Le soleil commence à descendre, teintant l'eau de reflets violets et oranges. Nous marchons le long des berges. Je tiens la main de ma fille et la main du fils de mon ancienne rivale. Mais quand je regarde Théodore, je ne vois plus Julie, je ne vois plus Gérard. Je vois un petit garçon qui aime les bateaux et le chocolat. Je l'ai nettoyé de son histoire. Je l'ai réécrit. L'amour est plus fort que la génétique. L'éducation est plus forte que le sang. Je m'arrête un instant pour regarder le courant. L'eau emporte tout. La boue, les débris, les souvenirs. Elle coule vers la mer inlassablement. Je pense à cette phrase que je me répétais souvent dans le noir, à Vincennes, quand je croyais devenir folle. On ne remplace pas une mère. Ils ont essayé. Ils ont cru qu'une mère n'était qu'une fonction biologique. Un utérus, un sein. Ils ont cru qu'ils pouvaient interchanger les femmes comme des pièces détachées. Julie pour la gestation, Amélie pour l'éducation et la façade sociale. Mais ils ont oublié une chose. On ne peut pas remplacer une âme. On ne peut pas remplacer la dignité. Quand la vérité éclate, quand les secrets les plus sordides sont exposés à la lumière crue du jour, il ne reste qu'une seule chose qui compte. La valeur que l'on s'accorde à soi-même. Si j'avais accepté leur marché sans me battre, si j'avais accepté les 10 000 € et le silence, je serais morte à l'intérieur. Je serais devenue comme ma belle-mère, une coquille vide, gardienne d'un temple en ruine. Mais j'ai dit non. J'ai tracé ma ligne et aujourd'hui, je suis entière. « Maman, tu rêves ?» demande Léa en tirant sur ma manche. Je reviens au présent. Je regarde mes enfants. « Non, ma chérie, je ne rêve pas, je pense. »« À quoi ?»« Je pense qu'on a beaucoup de chance. »« Pourquoi ?» demande Théodore. Je le soulève dans mes bras. Il est lourd maintenant, solide. Je l'embrasse sur le front, parce que nous sommes libres, et parce que personne, jamais, ne pourra décider à notre place de qui nous sommes. Je les repose à terre. Allez, course jusqu'au pont des Arts. Ils partent en courant, riant aux éclats, leurs manteaux ouverts flottant derrière eux comme des capes de super-héros. Je marche derrière eux, je ne cours pas. Je prends mon temps. Je savoure chaque pas sur les pavés de Paris. Le soleil se couche derrière le Grand Palais. La ville s'allume. Des milliers de lumières scintillent. Les ombres du foyer de Vincennes sont loin, très loin derrière moi. Elles ont été dissoutes. Il ne reste que la lumière. Et moi, Amélie, je marche en plein dedans. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et cette maison-là, personne ne pourra jamais me la prendre.